Bon, nouvel épisode de ce qu'on a appelé avec le chat From Zero to Coco, c'est-à-dire une émission où j'interviewe quelqu'un qui a pu évoluer sur le plan politique, qui est souvent passé par la droite, puis revenu à la gauche, ou alors même pas revenu parce qu'il n'y a peut-être jamais été, qui est devenu de gauche au gré de ce qui lui est arrivé dans la vie. Là, c'est quelqu'un qui était passé par l'anti-wokisme, qui était d'ailleurs un profil qu'on retrouve assez souvent, dont on va pouvoir parler, c'est-à-dire un musulman anti-wok, ou quelqu'un, pas forcément musulman, pas pratiquant, mais comme on voit avec El Ryan, avec d'autres, avec Raptor, donc qui serait un indigène anti-woke, on va dire, et qui est devenu aujourd'hui un réel islamo-gauchiste, donc il va pouvoir nous raconter tout ça. On va l'appeler Paul pour ne pas qu'il se fasse reconnaître, parce que vous savez, être de gauche aujourd'hui c'est dangereux. Donc on accueille Paul. Paul, est-ce que tu es bien là? Oui, salut, salut. Normalement, on m'entend bien. Ouais, ouais, on t'entend. Ouais, toi t'as un micro déjà, donc on voit que t'es riche. C'est ça. Je suis passé par les catégories libérales aussi, donc tout est parfait. Bon, donc raconte-nous un petit peu. On va faire comme d'habitude, je pense. On va prendre un, un plan un peu historique, c'est-à-dire on va refaire par où t'es passé dans ta vie, presque une biographie, quoi, mais une biographie politique, quoi. Par quoi tu voudrais commencer? Peut-être ton histoire familiale? Bah, je pense que même en tant que bon sociologue, l'historicité, c'est quelque chose d'important, et le contexte également. Donc je pense que on peut retracer mon parcours individuel. Je pense que c'est vraiment la moindre des choses pour un peu cerner bah, mon profil, en tout cas, même mon profil politique actuel. Donc je suis né d'une famille donc des deux côtés immigrés. Mon père donc qui est musulman et mes aïeux donc sont venus en France dans la seconde vague de migration d'Algérie, donc vraiment pour repeupler dans les années pour rebâtir pardon dans les années 60, Ouais. Paul, 70. est-ce que tu peux parler un petit peu moins fort ou baisser un tout petit peu ton micro, s'il te plaît? Ouais, donc on va reprendre. Ouais, donc du coup, tu nous disais que ton père était arrivé, enfin la famille de ton père était arrivée dans les années 70, c'est ça? Donc c'est ça, ils sont arrivés même 65 je crois. Et donc mon père est né dans le nord, donc au niveau des mines où travaillait mon grand-père. Ouais. Les mines de Et du quoi? côté de ma... oula, je sais plus, de charbon, il me semble, ou je ne sais plus quel métaux. D'accord. Mais c'était vraiment du côté de Denain, je crois, ou je sais plus trop. Et du côté de ma mère, donc ils ont fui la Yougoslavie, donc de l'époque, Ouais. pour arriver en France et donc pour fuir un peu la guerre. Donc ça a son importance, parce qu'on reviendra un peu dessus, Dans c'est les qu'ils années sont... 90, du coup. non, non, ils sont partis même un peu avant, enfin s'il y avait tout ce qui était pauvreté, etc., et c'était vraiment plus vivable pour eux. Hmm. C'était Et où en Yougoslavie? alors là, je ne saurais te dire. Mais Je en sais tout pas si c'est cas, je plus la, sais la que Bosnie, la Serbie, la Croatie. bah, justement, mon grand-père était du comté de la Hongrie Ouais. et donc ma grand-mère du côté de la Croatie. Ok. Après, quelle ville, là, je ne saurais te dire hein, pour Donc, le euh, coup. donc eux, ils étaient pas en Yougoslavie, hein. Bah, ils ont eu, en tout cas, du côté de ma grand-mère, elle y a été. Ouais. Là, clairement, les années, je me suis pas si renseigné sur son histoire de vie, malheureusement. Ah, quand tu Mais dis en du tout côté, cas, c'est la Yougoslavie du côté de la Hongrie, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc ouais, donc vers la, Avant la Serbie, donc. avant qu'il y ait la guerre de Yougoslavie, etc., et Ok. qu'il y ait l'éclatement, Ok. et j'en passe. Et la famille de ton père, parce que tu nous as dit ils sont musulmans, mais c'était quoi, des Algériens? Ouais, c'est des Algériens, ils viennent d'Alger, donc famille typiquement algérienne, paysans, Ouais. donc qui ont migré en France pour le travail, pour repeupler un peu, et Ok. pour rebâtir. Ok, 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 ok. D'accord, donc contexte un peu ouais, de deux parents immigrés qui sont arrivés années 70, années 90. Et puis toi t'es né quand là-dedans? Moi, je suis né dans les années 2000, 2000 pile, donc 30 ans plus tard. Et je suis né donc dans l'est de la France, là où il y a encore des mines, vu que mes grands-parents, du côté de ma mère, se sont installés à Longwy, donc qui était aussi une ville bien ouvrière. Mais là, il y a deux points importants, c'est que leur trajectoire leur parcours même migratoire ont joué dans leur parcours politique et ont joué, donc comme on verra par la suite, sur le mien. Ouais. Mon père, quand il est arrivé en France,
enfin quand mes grands-parents pardon, sont arrivés en France, ils se sont directement fait intégrer par un peu les partis de gauche dans le Nord. Ouais. Donc il y avait vraiment une grande solidarité au niveau de ça. Et par contre, du côté de ma mère, c'était plus ou moins autre chose. Il y avait moins cette solidarité. Il y avait un peu les patrons, un peu papa. C'est clairement du paternalisme. Ouais. Mais il y avait moins une cohésion en tout cas. Et du coup, vu que il va immigrer de l'Est, il y a vraiment, en tout cas chez eux, il y avait une hostilité envers notamment le communisme. Et donc ça a aussi joué dans une sorte de dialectique un peu plus tard au niveau de ma vie, mais on reviendra là-dessus si tu le souhaites. Mais en tout cas, voilà pour les deux parcours de mes aïeux. Ouais. Tu feras gaffe, tu résilles encore un peu. Je pense que tu dois avoir un fil qui doit être un peu. Attends, est-ce que si je coupe le ventilo, c'est bon? Parce qu'à Bah, tout moment, c'est le ventilo, hein. là, il a rien, ouais. Là, il a rien. Ok. Ah, ouais, je pense que c'est le ventilo. Ok, mais c'est marrant d'ailleurs parce qu'on voit souvent ça chez les immigrés qui viennent des pays, d'anciens pays communistes, une sorte de détestation du communisme. Mais qui peut être aussi, je trouve, un biais parce que si les gens ont fui ces pays-là, c'est peut-être aussi les gens qui ont le moins apprécié vivre dans ces pays. Parce que quand on regarde à l'intérieur même des pays, par exemple tous les sondages qu'il y a en Russie, moi, je suis allé en Yougoslavie plusieurs fois et j'ai l'impression qu'ils ont plutôt une nostalgie de la Yougoslavie, en Russie une nostalgie de l'URSS. Donc c'est assez intéressant, je trouve, Oui, bah comme profil. c'est clairement ça. Bah eux, c'était clairement du bas peuple. Ils vivaient dans la pauvreté extrême. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé, en tout cas pour eux, car je Mm. sais que même au niveau du reste de ma famille, la plupart sont restés en Hongrie, Croatie. Enfin, ils ont pas migré avec eux à l'époque. Non pas par moyen, mais vraiment par fierté, je dirais pas ça, mais Ouais. parce que ça les dérangeait pas plus. Oui, oui, oui. Et puis il y a quand même eu un développement dans ces pays-là. Alors, ça, évidemment, ça dépend des régions, mais je veux dire, ils sont pas passés pour rien. Si ces pays-là sont tombés aussi dans les mains des communistes, c'était aussi parce que c'était des pays qui étaient extrêmement pauvres avant même que les communistes arrivent. Et ça, on l'oublie souvent. Souvent, on compare l'URSS et les USA comme s'ils avaient un sens, alors que la Russie tsariste est extrêmement pauvre, alors que les USA étaient à l'époque déjà un pays extrêmement riche. Oui, parfaitement. Bon, en tout cas, il y a eu cette logique en France, donc il y avait directement une hostilité de la part de ma grand-mère, notamment du PCF, Ouais, même de l'époque. C'était clairement elle était hostile, et même la gauche, a fortiori. Je me souviens, dans les années 2000, enfin 2010, 2012 même, elle était contre la gauche, en fait. Je me souviens plus, c'est quelle élection? Il y avait François Dupont-Aignan, quelque Dupont-Aignan. chose comme ça, Mm. Dupont-Aignan, Mm. avant qu'il se radicalise encore plus. On est clairement dans cette famille politique du côté de ma grand-mère, du côté de ma mère. Ouais, donc ils sont attirés un peu par le gaullisme social, des trucs comme ça. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Ouais. Et du côté de Pour ton mon, père, c'était plutôt quoi? pour mon père, c'est tout à fait opposé, du coup. C'est, quand mes aïeux sont arrivés en France, Mm. comme j'ai pu te le dire, il y a directement une intégration au niveau des classes ouvrières dans le Nord. Et donc, il y avait cette fameuse, qui est même contestée un peu en sociologie, culture ouvrière. Ouais. Il y avait une forte intégration de ma famille dans le Nord. Et mon père a grandi dedans. Et donc, ça a joué également sur ses choix politiques. Mon père Ouais. est clairement de gauche, voire même d'extrême gauche. Mm. Là où ma mère est. Et ça aussi, je pense que ça joue dans mon parcours. Elle était un peu apolitique. Enfin, on peut pas être totalement apolitique, comme en témoigne Psycho, C'était psycho mais en fait. Ouais. c'est ça. Qui vient aussi des pays de l'Est, Ouais, Psycho ouais, d'ailleurs. bah oui, les Yougoslaves ils sont apolitiques en France. C'est des apolitiques. Bon, ils détestent les woke pour l'immigration. C'est pas trop, ça dépend d'où ils viennent, mais voilà, ils sont apolitiques. C'est ça. Non, voilà, ma mère, même moi, là, je ne saurais pas comment te la situer. Elle m'a vraiment pas du tout baigné dans ce monde politique. Et ça, vraiment, ça va jouer quand on développera un peu plus mon parcours. Ouais. Euh, C'était vraiment au lycée, en fait, que ça a explosé, que je me suis un peu politisé. Mais voilà. En tout cas, voilà pour ce qui est du côté de ma famille. Famille très pauvre. Enfin, ma mère, par exemple, gagne le RSA, ce qui est quasiment rien. Ouais. Et mon père, là, mon petit, il est un peu monté, il a changé de métier, bon, maintenant il gagne bien sa vie, mais
Voilà, on est issu Mais d'une à famille. l'époque, quand tu étais jeune, parce que c'est ça qui compte pour ton éducation, quand tu étais jeune, Ouais. ils faisaient quoi tes parents comme activité et ils gagnaient quoi, quoi? Ma mère était au RSA, Il a donc toujours été RMI, RSA? c'est ça. Hmm. Mère au foyer, qui fait s'occuper de nous, elle nous donnait pas mal d'argent, hein. Enfin, moi j'étais un gosse un peu gâté. Enfin, voilà. Et mon père il travaillait dans un abattoir en Bretagne, donc moi j'habite vers l'est. Hmm. Donc voilà, c'était des sacrés trajets, il revenait le week-end un peu, Et puis c'est mais des il métiers gagnait, durs voilà. aussi, ouais. Oui, oui, clairement. Et, il m'en parle pas souvent, mais je sais que des fois quand il rentrait, il était pas forcément au top de sa joie. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ton père, juste pour préciser, lui, c'était plus, tu disais extrême gauche, c'était plus PCF, c'est ça? Ouais, mon père, c'est un peu une gauche radicale, je dirais. Même actuellement, maintenant, ça m'arrive de lui parler un peu de politique, etc. Un peu des mouvements sociaux qu'on a eu récemment. Ouais. Euh, Bah, il est pour, il est clairement dans cette branche. C'est un travailleur, il est électricien, Hmm. donc il charbonne pas mal. Mais voilà, il y a une petite, comment dire, conflictualité, on va dire ça. Il y a bien évidemment les causes un peu sociales ouvertes du côté de la gauche. Je Ouais. sais que par exemple, mon père n'est pas d'accord avec tout ce que je lui parle en sociologie. Ça peut jouer. Ouais, ouais. Ta mère, elle était musulmane ou pas? Non, non, du tout, catholique. Catholique. Ouais, ils sont catholiques et mon père, donc musulman. Et Ma mère nous. pratiquant, je veux dire, Ouais. t'as une éducation musulmane ou ils sont d'origine musulmane et catholique sans Alors, que t'aies de... ouais, ma grand-mère est pratiquante, ma mère ne l'est plus. Mon père est un fervent pratiquant, il a repris suite à la séparation avec ma mère. Hmm. Il s'est marié en Algérie, enfin machin, etc. Il s'est remis dans la religion d'une manière assez radicale. Et C'est-à-dire, il est militant là-dedans, il est très impliqué dans la non, c'est religion? ça que j'ai pas assez bien développé. Radical à l'égard de ce qu'il était avant. D'accord. Donc il fumait, il buvait, voilà, bref. Et maintenant, le ramadan, il fait ses 5 prières, il mange que de la viande halal. Voilà, D'accord, ouais. c'est vraiment une orientation. Même mes petits frères et sœurs, il y a une forte, un enseignement religieux à la maison et ils pratiquent. Ouais. Voilà. D'accord, ouais. Mais ils Oui, c'est un militent pas pratiquant, quoi. forcément pour. C'est ça. Hmm. Ok. Ok, ok, ok. Et toi, du coup, là-dedans, t'as une éducation pas plus que ça, du coup, j'ai l'impression. Il Bah, s'est remis là-dedans un peu après, quoi. alors, c'est plus compliqué parce que j'avais l'impression c'est un peu la mentalité, ne fais pas ce que je fais, mais voilà. Enfin, moi, j'ai clairement été baigné dedans. J'ai Ouais, été donc circoncis dans les années 2000. J'allais à la mosquée, on m'incitait à pratiquer un peu. d'accord. Et même du côté de ma mère, il y avait aussi, bon, le soir, la petite prière en hongrois. Et, euh, et c'était, voilà, il y avait vraiment l'enseignement religieux, c'est pas manger de cochon. Et ça a duré donc jusqu'à mes 17 ans, je dirais. Hmm. C'est quand Jusqu'à même un peu mes 17. paradoxal, pas manger de cochon et le PCF, là, quand on y pense. C'est ça, il a laissé la petite viande halal lors des petites entrevues. Bon, ok, ok. Donc on a un peu le cadre familial. Ensuite, bah, au niveau de ta politisation, du coup, elle n'était pas particulièrement dans ton cercle familial. Ça s'est pas fait là, non? Non, 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 justement, ça s'est fait au niveau de mon parcours scolaire. Et Hmm. en fait, tu vas voir, il y aura plusieurs liens. Je vais faire quelques petites transitions avec le monde de YouTube. Ouais, Parce que je trouve que c'est assez important de signaler ça. C'est qu'il y a une sorte de lien entre les deux. Et même mon parcours, même encore actuellement, mon parcours politique est encore plus ou moins ancré dans le monde de YouTube. Alors plus totalement, ça on reviendra dessus, mais il y a quand même un impact. ok. Mais voilà, ça s'est fait à l'école, euh, enfin, primaire, collège, collège, je m'en fichais un peu de la politique, comme je t'ai dit, j'étais très clairement jeux vidéo, les animés, voilà, comme un adolescent. Pas forcément d'une famille aisée ou autre, je lisais pas forcément non plus. Oui, oui, bah, c'est normal, quoi. Ouais, c'est ça, donc je vivais ma petite vie tranquille sur Call of Duty avec quelques amis et je rentrais le soir. Mais c'est donc vraiment lycée.
lycée, je rentre au lycée. C'est un lycée pro. Donc Ouais. j'ai fait un lycée professionnel. Hmm. Et donc un lycée catholique. Je suis D'accord. arrivé dans un lycée privé catholique. Et donc j'ai pas forcément été influencé par l'aspect religieux. Par contre, j'ai été influencé par mes amis qui faisaient leur scolarité là-bas. On D'accord. était clairement dans euh, une droite très libéraux mais aussi très conservateurs. D'accord. C'était, je baignais dans ça, j'étais le petit musulman qui vient d'arriver, etc. Donc je me suis un peu habitué, je leur ai parlé, etc. Mais ils n'étaient pas forcément très très politisés non plus. Ouais. Et en fait, ça s'est fait par le biais de YouTube, donc en C'est- terminale c'est- notamment. C'était en quelle année environ? En quel âge? Je dis 2018? Ouais, 2017-2018. Donc il y a 6 ans. D'accord, 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 d'accord. Ah oui, je vois. Donc en fait, t'es en plein dans Soral est un peu terminé ou enfin c'est la fin de Soral et par contre c'est la grosse ère du début de l'apogée des youtubeurs de la droitosphère type Raptor, Valek, Papacito tout ça. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas leur côté comme Raptor a actuellement, Bah oui, oui, très oui. libéral ou autre. C'était. Ouais. Bah, ils avaient quand même, C'est- à cette époque-là, je sais pas si c'est ce moment-là, mais il y a le rendez-vous dissident, ça commence un peu à parler Henri de Lesquin. En fait, à ce moment-là, ça a déjà un peu abandonné Soral, qui a un côté social, qui a un côté rouge-brun pour le coup, pour embrasser carrément un type qui est Henri de Lesquin, c'est vraiment la droite, la droite libérale, nationaliste, quoi. Ouais, j'ai un ami qui d'ailleurs soutenait pas mal ce bon petit monsieur. Mais ouais, voilà, c'est clairement ce bain-là. Donc c'était aussi Raptor sur l'inégalité salariale. Enfin, je crois que ça c'est un peu quelques années ou quelques mois après, je sais plus trop. Ouais, ouais, Mais bien sûr. c'est comme ça que j'ai connu Raptor. Et je me permets aussi d'ajouter un point. Mm, Je pense que ça a son importance. mm. C'est qu'à cette époque, j'étais très musculation. Ouais, Très, très, très culte du corps. Très, je me soucie de moi-même, je vais être parfait, etc. Voilà, on est clairement dans ce bain. Et j'avais rencontré justement Raptor Dissident, un peu des youtubeurs d'extrême droite par ce biais. Au début, par le fun, par la muscu. ouais, Et- ouais, bien sûr. effectivement. Mm. Mais c'est marrant parce qu'en plus, ça répond un peu à des questionnements identitaires. L'adolescence, c'est un moment de questionnement identitaire. C'est un moment où on se dit, ah ben, en fait, ouais, j'appartiens pas à ma famille. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je suis? Des choses comme ça. Et où, du coup, il y a certains mecs qui se disent, ah oui, il faut que je fasse de la muscu et tout. Ça te politise vers la droite. Et j'ai l'impression qu'on pourrait même dire l'inverse avec les filles qui vont plutôt des fois se politiser vers la gauche. Ça peut être une gauche très gauche morale, un peu gnangnan, mais on voit une binarité des fois politique entre les deux genres à ce moment-là, qui renvoie, je pense, à des questionnements identitaires. C'est assez intéressant, je trouve, à analyser comme truc. Ouais, je te l'accorde. Je peux te prendre un exemple sur ça. Je pense que bon, c'est clairement pas tiré d'une enquête. J'ai pas fait d'entretien. C'était pendant un date Tinder, pardon. Et il s'avère que j'ai rencontré une fille à Sciences Po, donc une famille bien gauche, professeur des deux côtés, même ses aïeux. Et elle me parlait justement qu'à Sciences Po, déjà il y avait beaucoup de blancs et il y avait quasiment personne, pardon, qui faisait du sport. Ça peut paraître bête, mais pardon, en sociologie, il y a aussi beaucoup de travaux pardon, qui montrent que les classes populaires sont aussi plus amenées à avoir ce culte du corps et, Mm. et moins faire d'autres choses. Et ça, c'est vraiment un gros point important, je pense, selon moi, sur cette droite, même Internet. Je sais pas si on peut vraiment faire une coupure, mais pour moi, il y a vraiment un lien. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr, il y a un lien entre masculinité. Je dirais pas la musculation en général, parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais l'immense majorité des youtubeurs muscu, derrière, il y a un culte du corps, du no pain, no gain. Derrière ça, il y a l'idéologie du mérite, donc il y a le libéralisme aussi. Il y a le côté, oui, c'est naturel que l'homme soit comme ça aussi, donc il y a un côté très réactionnaire. C'est vraiment intéressant, en fait, à voir ce truc-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je m'intéresse pas mal à ces travaux. On a vu pas mal de choses en sociologie aussi de notre côté en cours.
sur ces liens qu'ils pouvaient avoir entre familles d'origine. On a vu par exemple que les familles de classe populaire, ouvrière, étaient plus amenées à justement avoir ce culte du corps parce que la force de travail, c'est tout ce qu'ils ont. Donc il faut les travailler, il faut nourrir le corps. Mais c'est pas forcément non plus justement ce culte de la beauté. Là aussi, je pense qu'il faut nuancer. Euh, Par exemple, un papa ouvrier il va pas se dire je vais pousser à la salle pour soulever à l'usine. Je pense que il n'y a pas vraiment de sens. Mais en tout cas, il y a la notion de bien manger, d'avoir une force physique pour produire et pour vivre en fait. Mais c'est ce qui me fait marrer d'ailleurs, parce que du coup, il y a ces deux aspects dans la force, le sport, la musculation. Et j'ai l'impression que tous les youtubeurs là dont tu parles, en devenant de plus en plus riches, de plus en plus connus, ils ont abandonné la première chose qu'ils faisaient, c'est-à-dire, ouais, on veut être solide comme des mecs à l'ancienne et tout, pour faire de l'espèce de muscu en mode beau gosse Instagram épilé, qui fait de la pub pour pour des barres protéinées au soja, des trucs comme ça, qui n'a plus rien à voir avec ce pourquoi il s'était mis à la muscu. Parce que de base, il te disait pas, je me mets à la muscu pour faire des photos Instagram, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est culte du corps des familles libérales, des cadres, où justement la beauté, la force physique est synonyme de bonne santé, donc de réussite. Bah oui. Là aussi, c'est quelque chose qu'on avait vu et beaucoup de travaux sont actuellement dessus. Mm. Et du coup, ça se pousse à quel point cette politisation au moment de ta terminale? Je veux dire, tu regardes un peu comme ça pour te marrer ou t'es un peu matrixé par ça? Je veux dire, tu deviens un militant politique? Tu deviens quoi C'est quoi ton rapport à tout ça? Alors non, en terminale, c'était vraiment justement pour se marrer. Raptor a découvert justement comment marchait un peu YouTube à l'époque. Faut être cash, faut être trash, faut être marrant, faut attirer les jeunes parce qu'ils veulent du centre. Enfin, je caricature bien sûr. Mm. Mais ces codes qui ont marché, enfin, c'est pas quelque chose qui est passé au travers des individus. Ça, faut vraiment le souligner. Parce que j'ai déjà vu certains commentaires disant oui, mais il fait ça pour être drôle, il y a vraiment pas d'enjeu politique derrière. C'est faux. Euh, je pense que là aussi, on reviendra un peu dessus après. Un youtubeur de droitard qui fait une vidéo où il trash, où il te sort des chiffres comme ça à la va-vite, mais qui est marrant, sera, je pense, en tout cas, pour un certain public, assez attirant. Tandis que le vieux mec de 20 piges qui te fait de la socio, qui est full théorie, voilà, faut déjà avoir quelques notions, il faut quand même déjà avoir une certaine politisation, et il faut vraiment avoir ce travail derrière, donc c'est pas forcément... Mais c'est tout c'est pas- c'est tout d'ailleurs la baudruche un peu de ces mecs-là, c'est qu'en fait, au début, les gens ont trouvé ça marrant, mais le problème, c'est que pour le coup, comme ils ont pas de théorie de formation politique ou quoi que ce soit, ils ont pas grand-chose à proposer et ça tourne un peu, c'est un peu la boucle, hein, quand tu vois des mecs aujourd'hui. Il y a quelqu'un dans le chat qui évoquait Mehdi Mathieu, le gars là, qu'on avait fait une vidéo, le droit tardé, j'ai trouvé le droit tardé ultime ou un truc comme ça. Si je vois, oui. Non mais tu vois, c'est la boucle, c'est les mecs, ils sont toujours pas remis d'une meuf qui dit ah ouais on fait des réunions non mixtes ou je sais pas quoi, alors que tu sais c'est pas un truc très représentatif dans la société, l'extrait il a 5 ans et les mecs ils rebouclent dessus sur des vidéos pendant, enfin je veux dire il y a pas grand chose quoi à ajouter, c'est pas autant à gauche on n'arrive pas assez à faire notre pub mais c'est un peu foisonnant au niveau intellectuel, mais alors, droite c'est quand même pas très 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 large quoi. Ouais, mais c'est ça. Et c'est aussi comment, et là c'est tout aussi l'enjeu de la gauche, c'est comment est-ce qu'on peut reparler entre guillemets, au peuple, aux citoyens, Mm. à ceux qui n'ont pas cette formation intellectuelle, universitaire ou autre. C'est compliqué. Même nous, en tant que, bon, je vais dire en tant que sociologue, mais je suis encore étudiant donc en master, on, c'est aussi savoir à qui on veut parler. Est-ce qu'on veut parler à des gens qui sont déjà initiés à la discipline, au milieu intellectuel, au milieu politique, ou alors on veut parler aux gens qui ne sont pas dans ce cadre. Et il y a toute une réflexion dessus, justement, et c'est compliqué à trouver un juste milieu, en fait. Le problème, c'est que je pense qu'à gauche, il y a énormément de gens qu'on fait du bien à la gauche, mais je veux dire qui sont des militants principalement formés sur Internet, qui, je pense, n'ont pas une activité sociale énorme, tu vois, et qui en fait ont une activité sociale qui est grande, mais je veux dire qui se résume beaucoup à Internet. Et du coup, c'est des choses un peu intra-militants.
Et à la fin, si tu veux, il y a des débats sur des trucs qui, pour tout un chacun, ça paraît être un débat sur des broutilles, quoi. Et donc, du coup, bah, ça empêche, après, d'arriver à se mettre au niveau d'un type qui est vite fait politisé, mais qui... voilà, qui est pas dans un microcosme ultra gauchiste et tout, et voilà, qui aurait envie que tu lui parles de choses, bah, comme chez les droitards, où les droitards, ils vont parler, je sais pas, Thaïs, elle va faire des vidéos, en gros, c'est un peu comment parler à une fille, et puis du coup, elle parle à des mecs de 16 ans, qui sont un peu incels sur les bords, qui ont jamais su aborder une nana, et puis qui ont besoin qu'on les prenne par la main et de regarder une vidéo sur ça, mais ça les intéresse, c'est comme ça qu'elle fait pour les intéresser. Si elle faisait de la théorie sur les rapports hommes-femmes et tout, ultra poussé, les gens regarderaient pas, parce qu'en fait, ce serait beaucoup trop compliqué, et ça ne parlerait pas, du coup, à la personne dépolitisée. Parce que ça, je le répète souvent, mais c'est vrai que le but de faire des vidéos sur Internet, c'est pas de parler à des gens qui sont déjà d'accord avec toi, quoi. Enfin, sinon, bon, Oui, bien sûr. tu vas pas très loin, quoi. Mais même ça, il y a une sorte de conflictualité, ou une espèce de contradiction, mais bon, je l'évoque très brièvement, si tu reviendras un peu là-dessus, sinon on va trop se mélanger sur la question initiale. Hmm. C'est, les individus, d'une manière générale, utilisent la science comme bon leur semble. Il y a les représentations sociales. C'est en gros, bon, bah, on prendra jamais totalement le discours, totalement l'entièreté d'une discipline, l'entièreté des travaux. Et on a la sociologie qui est même illustrée dans ton titre. Bah, c'est clairement stigmatisé, mais bon, par la droite, quoi. Hmm. Euh, Où il va y avoir un rejet total de la sociologie parce que c'est de gauche. Ou bien, alors à nuancer, par exemple Stéphane Edouard, parce que tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui était anti-Stéphane Edouard, et là du coup je rebondis dessus, qui se revendique comme sociologue, et et qui va même plus loin, qui dit que c'est un spécialiste des rapports hommes-femmes. Alors, tu sais que sur ce live, on n'a surtout pas le droit d'insulter Stéphane Edouard, et donc, Ah non, voilà, voilà, il se revendique comme sociologue, ça va, tu as le droit de le dire, mais fais attention à ce que tu dis. un grand sociologue, je pense reconnu, plein d'ouvrages, Le, cité le, par mes profs, le GOAT. c'est ça. On a un petit culte chaque vendredi à la fac. Mais bon, je vais pas trop dire. Oui, oui, voilà. Si, en gros, les droitards aiment bien les vidéos de Stéphane Edouard parce que ça parle un peu de. Il y a ce côté très biologisant, un terme. Bon, il n'existe pas vraiment, mais où justement la droite va reprendre un discours très psycho, très bio pour justement s'accorder avec un petit côté scientifique. Hmm. Et aussi avec la religion de l'autre côté, bien évidemment, si on peut vraiment aussi Même en séparer les deux. psychologie, hein, j'ai vu l'autre jour, on m'a envoyé une story de Julien Rochdy, où en gros, tu sais, ils sont très dans la psychologie évolutionniste, qu'ils ont absolument pas compris aussi. Enfin, c'est pas des mecs qui sont spécialistes du tout du sujet, mais en fait, ils pensent que voilà, la psychologie, quand même, le plus important, ça se trouve quand même dans les gènes. Et ça se trouve quand même du coup dans des différences entre des populations qui sont par exemple des populations européennes qui penseraient pas pareil que des populations extra-européennes. Enfin, c'est des trucs qui sont déjà assez pseudo-scientifiques et qui sont extrêmement biologisants tout le temps et qui vont occulter toute une partie, même la majeure partie actuellement des recherches en psychologie, elles se font pas au niveau de la psychologie évolutionniste, même si peut y avoir des choses intéressantes. On peut prouver des choses à partir de l'évolution, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui sont des comportements qui sont qui peuvent être instinctifs ou qui peuvent être de l'ordre d'un surdéterminisme génétique ou des choses du genre. Mais ces mecs-là ne s'intéressent qu'à ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un réductionnisme et tout ce qui est historique, sociologique, psychologique, enfin culturel, quoi, est ramené à la biologie, quoi. Oui, oui, c'est ramené et c'est aussi un rejet aussi de l'aspect culturel. Par exemple, tu sais on peut faire le lien, mais bien sûr, c'est pas forcément la même chose. Par exemple, l'évolutionnisme en anthropologie, pour te dire à quel point c'est fini, que c'est plus d'actualité, ça s'est fini il me semble, 20e, enfin 19e, début 20e siècle. Où les anthropologues ont dit, bon, notre conception des sociétés est biaisée, ça ne suffit pas à expliquer la chose, on hiérarchie. Après, oui, comme je dis, je suis bien au courant qu'en psychologie, c'est pas forcément la même pensée, mais il y a ce rapport. Mm. Et les ruptures épistémologiques, c'est quelque chose qui fait aussi avancer la science. Moi, je pourrais très bien reprendre les travaux de Morgane, mais bon, il n'y aurait aucun sens.
Arrête de critiquer Engels, toi. Tu sais, Engels, il reprend les travaux de Morgan, mais Oui, oui, oui. c'est pour ça qu'il est critiqué d'ailleurs après. Mais bon, il pouvait rien. À l'époque, c'était le plus avancé, Morgan. Oui, bien sûr. Mais ouais, mais d'ailleurs, tu le vois, quand tu prends, bah, on va parler muscu, tu vois, et extrême droite, quand tu prends Fred Delavier. Fred Delavier, c'est exactement ce qu'il fait. Il fait de la pensée toujours par rapport à la théorie de l'évolution, mais appliquée à des problématiques qui sont des problématiques parfois extrêmement culturelles. Et dès que tu lui demandes, ouais, mais pourquoi est-ce que, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on fait telle chose comme ça, il va dire, ah oui, mais c'est parce que dans le groupe humain, ça permet de se reproduire. Bon, tu vois, enfin, c'est de l'ordre de la pseudo-science après. Il explique toujours tout par les mêmes causes, alors que c'est pas prouvé et qu'il a rien pour l'avancer, quoi. Ouais, bah en fait, c'est totalement ça. Voilà, tout va dépendre aussi du point de vue de l'histoire de la personne également, mais c'est tout un bourbier. Mais il faut vraiment faire attention au discours derrière. Moi, je sais que bon, si un jour je dois devenir sociologue, bah, bien évidemment, j'aurai peut-être une hostilité envers certaines conceptions peut-être un peu trop biologisantes ou psychologisantes, mais est-ce que j'ai vraiment la vérité? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a le travail derrière. Et c'est pas juste reprendre le discours pour prendre le discours, c'est reprendre le discours, mais avec des travaux derrière. Mm. C'est Ouais. c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ouais, tout à fait. Donc du coup, ouais, je te demandais ton rapport, toi tu me parlais de la muscu, mais est-ce que tu avais un rapport vraiment politique à ça du coup, ou ça s'arrêtait à un rapport de type, je dirais Ouais. éthique, tu vois, mais enfin de type individuel, voilà, t'aimais bien ça, mais sans plus. Non, c'est vraiment individuel. Au début, c'était vraiment bah, pour déconner. On en parlait avec mes amis parce que c'est aussi un vecteur de discussion. Parce que c'est bête, mais bah, rire autour d'une vidéo, ça peut être marrant. Rire autour d'Usul dans son époque 2019, pardon. Mm, C'est pas forcément la même chose. J'aime mm, bien Jules maintenant, mm. faut le savoir, mais Faut le savoir. c'est quelque chose d'autre. Mais voilà, c'était vraiment pour l'amusement et c'est vraiment en fait quand parce que j'ai fait quelques années en philo, donc là c'est vraiment là où j'ai commencé à me politiser et c'est vraiment surtout quand j'ai migré vers la sociologie où ça a explosé. Et là je vais parler voilà, pardon, je vais parler très brièvement de la philo. Donc, j'ai vraiment développé une pensée assez libérale. Clairement, j'aime encore Sartre, même si bon, il y a beaucoup de nuances à faire en tant que sociologue. Aimer Sartre, c'est brûler. Mais je suis contre la plupart de ces bases. Hein. Je pense pas qu'on soit totalement libre, etc. Il n'y a pas de structure sociale ou que sais-je. Mais parce que j'aime aussi le côté littéraire de Sartre. Mais j'ai été baigné dedans. Et donc, j'ai remarqué que la philo, ça me convenait pas. Et que les débouchés, bon, hormis devenir un philo de plateau ou prendre des positions ultra-libérales comme certains sur Twitter, voilà, ça me plaisait pas. Et donc, c'est vraiment avec mon idée de partir en sociologie que j'ai commencé à regarder d'autres vidéos. J'ai poursuivi hein, parce que j'ai regardé Bruno Le Salé, etc. Mais j'étais pas vraiment très politisé aussi non plus. Mais c'est vraiment El Ryan qui m'a fait baigner dans l'anti-wokisme. Et le Ryan, Euh, putain, l'enfer. Putain, t'as pas choisi le plus talentueux, hein. Bah, en fait, il a fait une vidéo sur la sociologie. Ouais. Et du coup, sa vidéo, c'est, je sais plus, mais en tout cas, c'est n'allez pas en enfin, attends, je vais te dire pour pas non plus C'est la dire vidéo où il n'importe quoi. explique comment il s'est fait virer de sociaux. Ouais, c'est ça avec le féminisme, etc. Ouais, oui, 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 oh C'est putain, c'est rincé comme truc. en restant dans une feuille de sociologie, de petits points, je témoigne. Et 508K, hein, Ah quand ouais, même. ouais, ouais. Non, 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 mais quel enfer, ouais. Non, El Ryan, ouais, c'est. Là, tu me déçois, hein. Mais ouais, mais moi j'étais con. Déjà, j'étais ultra dans la pensée existentialisme de Sartre et tout. Et un peu ce côté droitard, toujours au culte du corps. Ouais. Je poussais à la muscu, je lisais pas tellement non plus en philo, ça c'est bon à noter. Tu faisais Et quoi en philo, quoi? J'ai pas compris. je lisais pas non plus. Ah oui. J'avais un peu, parce que j'ai un rapport à l'art aussi, j'ai pas non plus évoqué, mais qui m'a aussi beaucoup rapproché de la droite. L'opéra, les musées, etc. J'y allais pas
euh, là, je vais juste faire une petite parenthèse parce que je pense à son importance. Je suis désolé avec les. Je divague énormément. Non, mais Mais c'est intéressant. mon passage dans cette droite m'a même fait quelque chose dans ma propre conscience, on va dire, où j'avais plus ce rapport à l'art que j'avais eu à l'époque. Là, je vais m'expliquer. Je j'avais un peu un désintérêt, enfin j'y allais pas pour une quelconque raison, etc. J'y allais parce que ça me faisait plaisir. Par exemple, j'allais à l'Opéra pas avec mes parents, avec mon ex-petite amie, et on, on aimait ça. Et en fait, mon passage dans l'extrême droite m'a fait remettre en question un peu, ça peut être stupide, mais ma consommation. Je me disais, mais en fait, plus je vais consommer de l'art légitime, en sociologie on appelle ça comme ça, plus je serai intégré auprès des gens sur Twitter, etc. Je vais pouvoir, entre guillemets, frimer. Je pourrais parler avec des gens, je pourrais un peu me vanter. Est-ce qu'il n'y Et a pas ce... un complexe là-dedans de, en gros, un fils d'ouvrier immigré qui a envie aussi d'avoir les codes des blancs un peu petits bourgeois Enfin, je fais peut-être de la psychanalyse de si- comptoir, tu vois, mais j'ai l'impression que t'as ça, tu vois. Non, mais il y a clairement ça. C'est aussi la bonne volonté qu'on retrouve chez Pierre Bourdieu. Bon, c'est un peu différent, mais c'est les classes moyennes qui essayent d'imiter les classes bourgeoises sans jamais y arriver totalement. Mais moi, c'était à peu près le cas, mais dans les classes populaires. Je sais pas par quelle magie, peut-être la magie du néolibéralisme, j'ai su m'émanciper de la pensée un peu populaire, entre guillemets, je rigole, hein, de mes parents, mais je me suis retrouvé dedans, en fait. Et il y a eu clairement cette consommation pour, en gros, pour faire comme les autres gens, pour faire comme les petits bourgeois, Il y a quelqu'un dans pour le chat avoir qui dit un potier en puissance, mais ça me fait penser au potier un peu tout ça, hein. Bah, j'ai regardé aussi ces gens, j'ai regardé qu'il a fait une vidéo sur le rap, d'ailleurs, Ah ouais, ouais, qui ouais. m'a fait le connaître. Ouais. Mais oui, après, j'ai eu du coup aujourd'hui, je considère un peu que c'est une force où j'écoute un peu de tout. Je suis un Antoine Goya des classes populaires, quoi, si je puis me permettre. Parce que tu dis Et quand alors, on voilà. Goya un grand bourgeois. Enfin, c'est le plus grand. En Ah. dessous des devoirs, mais un des plus grands quand même. Mais du coup, mais tu dis El Ryan, mais El Ryan, genre sa vidéo, c'est la vidéo un peu rinsax là sur la sociologie, ça a suffi vraiment à faire un déclic en plus, quoi. Enfin, ça m'étonne, hein. Bah, je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui était là au préalable. Alors, je dis pas quelque chose dans mon corps qui était là depuis ma naissance, mais il y a quelque chose qui s'est construit par les différentes interactions, par aussi Twitter, parce que j'allais beaucoup, beaucoup sur Twitter. Hmm. Aussi le monde un peu Call of Duty, enfin, des jeux vidéo. Mais ça a joué en tout cas dans déjà ma peur d'aller en sociologie. J'ai eu peur et de premier degré d'aller en sociologie. Je me disais, mais je vais devenir quoi? J'ai pas envie qu'on me rince la tête, qu'on me J'ai rince la pas tête envie de avec me tendre le les cheveux. féminisme. Non, mais ça a joué, je me dis, mais je vais être avec des gens où je les insulte sur Twitter, où je me vais que contre leurs pensées, mais je vais me radicaliser. J'ai vraiment eu cette pensée, en tout cas. Ah, ça me tue, t'as failli faire une Mehdi Mathieu, une El Ryan et tout. J'aurais pu être une seule aussi, mais ça va, j'ai bifurqué un peu. Mais voilà, c'était tout ce discours-là, en fait, où j'ai eu cette crainte. Et j'ai même eu peur, là je l'évoque maintenant, sinon je risque de l'oublier. Je me suis dit, mais je vais avoir un certain privilège en fait en sociologie. En fait, parce que je suis maghrébin, en fait, je vais juste un peu comme les facs américaines. Où- Ah, le mec, il est où- maghrébin, il est maghrébin, fils d'ouvrier, il se dit ouais, je vais être privilégié et tout si je vais en fac de sociaux. Mais j'ai eu vraiment ce rapport parce que je regardais aussi Psycho qui disait que aux États-Unis, il y avait ce privilège. Et je fus déçu quand je suis arrivé et que j'ai vu que certaines notes étaient médiocres quand même. Le mec, Je il me suis arrive, dit, le retour au réel, c'est qu'il doit payer son entrée à la fac, que les notes sont médiocres. Ouais.
Mais Ouais, surtout putain. le grand décalage, vraiment un grand décalage. Pour moi qui n'avais pas de bagage sociologique, bon, je connaissais Marx parce que la droite et parce que la philo, mais sans plus. C'était tout un travail aussi de me baigner dans, dans ce bain en fait. Et on reviendra un peu là-dessus, mais c'est aussi notamment grâce aux youtubeurs de gauche où j'ai pu me former un petit bagage que j'ai pu développer par la suite de sociologie. Ouais. Du coup, là c'est quoi niveau temporalité? Je me rends pas compte. T'as fait quoi? T'as fait un an de philosophie, puis t'as bifurqué direct en sociologie parce que ça t'a pas trop plu, Ouais, c'est ça? c'est ça. Ok, donc t'as Et une donc j'ai. vingtaine d'années en gros, à ce Ouais, moment-là? Ouais. c'est ça. Ok. Donc c'est. Oh, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, t'as des choses. Non, je vais juste faire une petite blague que j'ai grandi un peu trop tard, Bah non, mais voilà. c'est normal. Mais ouais. Et tu disais, je veux juste revenir, tu disais, ouais, la philosophie, c'est pas très, enfin, pas très intéressant, mais je rejoins un peu ce que tu dis dans le sens où la philosophie seule, euh, c'est un peu scolastique, un peu de la métaphysique, des fois, c'est Ouais. cool. Mais moi, je dis ça, j'adore ça, la philosophie, mais je trouve que ça a de l'intérêt dans un but, quoi. Ça a de l'intérêt Oui, quand ça a un but, et c'est justement un peu. La 11e thèse sur Feuerbach de Marx, c'était les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Aujourd'hui, il faut essayer de le transformer, quoi, en gros. Mais c'est un peu ça, quoi. Quand tu peux faire. La philosophie, ça t'aide à avoir une approche des fois un peu plus large et de comprendre ce que tu fais quand tu fais une autre discipline, que ce soit de l'anthropologie, là, de la sociologie, de la psychologie, de l'ethnologie, tout ce que tu veux. Je trouve que la philosophie, ça sert quelqu'un qui fait pas de philosophie, des fois, il va être un petit peu bas du front dans ce qu'on lui a appris dans son domaine, sans arriver à le remettre en question. Mais par contre, ça suffit pas, je trouve, à en faire un truc très intéressant. Aujourd'hui, en 2023. non, non, bah, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et aussi me repositionner. Là, on va reprendre un peu un point, enfin, un point crucial des sociologues américains qui, bon, puis ça s'est développé un peu dans la sociologie de manière générale. La sociologie américaine, donc voilà, école de Chicago notamment, 20e siècle, qui tire du pragmatisme, donc de la philosophie. Et les pragmatiques, donc américains, enfin, un de leurs axiomes, c'est de toujours resituer bah, le personnage, donc l'organisme, dans son environnement. Moi, quand je suis arrivé en philosophie, bon, classe populaire, etc., je m'ouvrais un peu à la philosophie parce que j'en faisais quasiment. Bon, on n'en faisait pas du tout en fait au lycée pro, bifurcation. On m'a envoyé à la fac parce qu'on m'a dit que j'avais un peu entre guillemets le talent, grand mot, bien le mérite. J'avais le mérite d'aller à la fac. Non, c'est parce que t'étais Non, arabe et qu'il voulait. Il voulait. ouais, faut faire Voilà. le quota. Ouais, ouais, c'est ça. T'étais le privilégié du groupe. Ça, pas des- Et même la bourse au mérite, je pense que c'était lié à ça. Mais non, j'ai pas évoqué, c'est aussi là où j'ai mis mon bain, c'est Rochdy. Rochdy, philo, Nietzsche, aussi grand désespoir quand je suis arrivé en philosophie et que j'ai vu que Nietzsche, c'était pas ça. Nietzsche, c'était plus compliqué que. Ok, bon, lire le crépuscule des idoles, bon, tu peux l'interpréter d'une manière différente, mais il y a un contexte quoi, derrière et c'est pas rien. Mais c'est. Donc ça a joué. Ça a joué et justement le Rochdy, donc je l'ai pas cité, a aussi joué dans ce parcours, même avant même El Rayyan et la sociologie. Tu sais, quel rapport avec Rushdie? Enfin, je veux dire, tu croyais vraiment ce qu'il disait, c'était vrai? Bah, alors oui et non, parce que faut une fois de plus me remettre dans le contexte, c'est que j'avais aucun bagage philosophique. Et quand je tapais Nietzsche sur YouTube, enfin quand je tape philosophie sur YouTube, tu vois, Ouais, mais la Rushdie non première plus, il chose. a aucun bagage philosophique. Ouais, c'est ça, mais j'avais que ce prisme en fait. Je commençais à être dans une bulle. J'étais pas totalement dedans à cette époque. Mais je commençais à rentrer dans cette bulle et je me suis dit, bah ouais, mais lui, il va pouvoir m'expliquer la pensée de Nietzsche. Alors, j'ai vraiment puéril, hein. Mais Et je crois que j'ai rencontré Goya, enfin, un génocide quelques mois plus tard, je crois. Donc, je me après, suis dit, tu bon, vois, euh, Rushdie, je pense que sur Nietzsche, c'est sûrement l'auteur où il est le moins mauvais en soi, tu vois. Enfin, Rushdie délivre un Nietzsche
qui est un Nietzsche. Je veux dire, il y a des gens qui défendent sa thèse sur Nietzsche. Ça va pas être les gens que tu vas trouver à la fac, je veux dire, mais il y a un peu un courant historique du Nietzsche réactionnaire par les réinterprétations d'Heidegger, des trucs comme ça, tu vois. Alors que Ouais, dès bien qu'il sûr. s'écarte de Nietzsche, mais c'est un enfer, quoi. Le type, des fois, il a rien compris à des principes de base. Après, c'est pas un philosophe, mais je vois pas pourquoi il se fait passer pour un philosophe, du coup, quoi. Ouais, bah c'est toute une image de soi. Rushdie, bah ça, là, ça va être stupide, mais ça incarnait aussi bah, cette droite que je souhaitais rejoindre. Bah, Ouais. c'est stupide de dire ça, mais bah, le mec faisait de la muscu, il avait une grosse barre, il faisait de la philo, il aime bien l'art légitime. Que demander de plus à un petit gamin de 20 ans qui cherche encore? Moi, j'étais vraiment dans cette optique. Et il s'habille comme un serveur pour faire ses vidéos. Ouais, et c'est le point que j'ai pas cité, effectivement. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu ce dilettantisme, un peu cette aristocratie, en fait, si on peut faire le lien Mhm. que citait Elias, qui n'avait aucune culture, ou Proust même, qui n'avait aucune culture et qui était là bah, juste pour être là, en fait. Mhm, bien sûr. Non, non, bien sûr. Ouais, donc Rochdy aussi, bah ouais, t'as commencé à faire. Valek d'ailleurs, t'avais quel rapport à Valek? Balek, alors là, je crois que je me souviens de quelques-unes de ses vidéos. C'est idem, bah, il me fait rire, mais... euh, ah oui, j'ai pas cité un point important, et là c'est bien que tu l'évoques, c'est bah, à l'époque où je me disais, en fait, bah, clairement, plus ou moins anti-woke, donc fin de ma première année de philosophie, Ouais. où, bah, en fait, c'est très ambigu. Mais c'est leur discours qu'ils ont encore actuellement. Alors, je ne suis pas contre le féminisme, mais le féminisme 2.0, c'est pas ouf. Alors, je suis pas contre les Oui, oui, LGBT, classique. mais les mouvements LGBT financés par le capitalisme, pas fou. En fait, toutes ces choses-là, c'est tout un discours que j'ai bah, plus ou moins incorporé, en fait, et qui, comme tu l'as dit au début, bah, qui tournait en boucle, en fait. Chaque matin, pour faire ma petite omelette et mon petit shaker de whey, euh, je regardais une petite vidéo de psychodélique. Ah, c'est bon ça! Petite omelette, petite whey, petite vidéo de psychodélique, petit buste en plâtre, petit crépuscule des idoles. Ah, j'avais pas assez d'argent pour avoir un petit Napoléon dans mon appartement, malheureusement. J'aurais Ouais. voulu, j'aurais voulu. Non, mais c'est ça, Ouais. Non, c'est, mais j'aurais. on en Vas-y, rigole, mais il y a excuse-moi. plein de gens qui sont encore là-dedans et qui tombent là-dedans actuellement, et c'est intéressant que t'en parles quand même, hein. Mais ouais, et je trouve que c'est le plus triste, parce que là, on reviendra un peu là-dessus, c'est que, hormis enfin, vous ou tu, en parlant d'une manière générale, t'es un petit bourgeois qui a peut-être, ou bien une famille très traditionnelle. Il n'y a aucun, en tout cas je pense selon moi, aucune raison du moins d'adhérer à ces discours. Moi, en tout cas à mon époque, Mm, j'avais aucune raison d'adhérer à ce discours. mm. Là, je vais pas cracher dessus parce qu'on reviendra un peu là-dessus plus tard, ce que je dis énormément d'ailleurs. Euh, ça a joué dans ma politisation aussi, dans ma manière de penser. Mais Euh, tu vois, on en parlait, je sais pas si tu suis un peu les lives un peu plus gros cerveau qu'on fait sur la chaîne, mais oui, oui, tu vois la différence entre conscience réelle et oui, fausse conscience conscience. possible. Évidemment que la conscience possible d'un mec qui est gamin de prolo, enfin tu vois, le sujet collectif prolo immigré, il a aucune raison de tomber dans ces discours-là, parce que ce discours va plutôt à l'encontre de ses intérêts directs. Mais par contre, euh, il peut tomber dedans, il peut se laisser embrigader, hein, parce qu'il y a un peu de ça aussi dedans, embrigader dans ces discours-là, qui pourtant vont à l'encontre de ses intérêts. Après, il y a aussi quand même une contradiction chez les gens comme toi qui sont issus de l'immigration et enfants d'ouvriers. C'est aussi ce côté, des fois, euh, ce côté un peu traditionnel, un petit peu réactionnaire de certaines éducations traditionnelles, qui font que d'ailleurs, c'est pour ça par exemple, l'autre jour il y avait un débat entre Wissam et Position Revue sur le progressisme. Et Wissam il disait, mais on peut jamais se réclamer du progressisme, nous. Et c'est vrai que quand tu es
quand tu parles à des gens qui sont des immigrés de l'immigration postcoloniale musulmane, ils détestent le progressisme en général, parce que le progressisme, c'est le PS, c'est tu sais, tout le discours un peu de bobo de gauche qui les prenait un petit peu pour des victimes, mais qui profitaient d'eux à la fois de leur pays et puis à la fois de leur vote, des trucs comme ça. Enfin, et donc, ouais, je trouve qu'au niveau, il y a une contradiction entre tes origines culturelles, on va dire, et tes origines économiques. Mais par contre, c'est vrai que tu dis j'avais aucune raison. C'est vrai qu'objectivement, t'as pas de raison. Mais par contre, on comprend pourquoi tu peux tomber dedans et pourquoi il y a plein de gars comme Mehdi Mathieu, El Ryan, le Raptor qui tombent là-dedans, hein. Oui, bien sûr, ça, c'est encore une fois bon que tu le soulignes, c'est un point important de mon parcours et que j'ai pas forcément évoqué, c'est bah, la religion. Ah, je l'ai évoqué très brièvement quand j'étais petit, machin, etc. Mm. Voilà, mais il y a eu une période quand même dans ma vie où, avant que je devienne athée, avant que je lis Sartre, je me suis dit, bah, en tout cas, ça a joué. J'étais pas forcément contre les mouvements LGBT, contre le féminisme, contre toutes ces choses. Mais en fait, la droite m'a fait... j'avais une intolérance envers ces discours. Alors que même, de base, je n'avais quasiment rien. Enfin, je m'en fichais en fait. C'était pas quelque chose qui me touchait plus que ça. Et ils m'ont fait faire accepter des choses que bah, j'aurais jamais pu penser accepter quelques années avant ou même maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est des biais, moi aussi, que j'ai eu d'ailleurs. Pas avec forcément tous les combats, mais des biais de penser, tu vois, de se dire, ouais, moi, je suis pour, je sais pas, le socialisme réel, ou je suis pour le féminisme réel, mais ce féminisme-là n'en est pas. Et du coup, tu luttes contre ça. Et en réalité, c'est un discours qui est totalement abstrait parce que tu te retrouves toujours à militer ou à emmerder des gars qui sont euh, des militants pour une cause, alors que toi tu fais rien pour cette cause et que personne qui défend réellement cette cause en fait n'a ton avis. Donc moi j'invite les gens qui sont un petit peu dans ces eaux-là à se dire est-ce que pourquoi est-ce que tous les militants de cette cause pensent différemment que moi et qu'il n'y a aucun militant réel, je veux dire, est-ce qu'il y a un militant antiraciste qui est sur une ligne anti-woke parce que c'est la gauche les vrais racistes? Non, il n'y en a aucun en réalité. Tous les mecs qui vont dénoncer ça, c'est des types qu'on voit jamais dans les actes militants, dans les actes militants concrets, quoi. Et donc il y a un côté très abstrait à ces luttes-là, quoi. C'est ah ouais, moi je ferais mieux que le néo-féminisme, machin, mais en fait c'est des mecs qui sont pas féministes, qu'on voit jamais nulle part, et il y a aucun féministe aujourd'hui qui va se réclamer de ça en étant réellement féministe. Je veux dire, il y a des combats entre féministes universalistes, féministes non universalistes, machin, mais il n'y a pas des gros réacts féministes où t'as le collectif Némésis, elles sont 6 et puis basta, quoi. Et puis c'est plus un collectif qui dénonce l'immigration qu'autre chose, quoi. Mm. Bah, c'est ça, c'est aussi ce que disait Bourdieu, bon, d'une manière un peu différente, mais quand il disait que l'opinion publique n'existait pas. Bon, tu vas voir, il y a un petit lien. Bourdieu disait que bah, les sondages, notamment, qu'ont imposé les médias, faisaient que certains individus qui étaient pas forcément pour ou contre ces causes vont se retrouver à avoir une réflexion sur ces causes. Et c'est un premier pas, je trouve, vers une politisation ou vers une problématisation de certains faits sociaux, de certaines causes sur l'agenda politique. Euh, comment dire vraiment, moi, de mon côté, c'était vraiment au début, bon, quelques petites vidéos par-ci par-là, et c'est vraiment ça qui m'a fait me poser ma question, c'est bah, est-ce que je suis pour ou contre, alors que quelques mois avant, mais je n'avais même pas eu cette pensée. Mm. Et puis, c'est un long processus, et c'est aussi le but de la sociologie, c'est d'essayer de comprendre les parcours de vie des individus, c'est comprendre leur environnement, comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça. C'est pas forcément leur cracher dessus, dire oui, t'es un droitard, donc hop, on finit l'interview. C'est aussi comprendre. Mm. Et ce que vous faites, ce que tu fais toi notamment, c'est bien parce que ça permet d'avoir plusieurs prismes sur quelque chose qui existe et quelque chose qui prend de l'ampleur. T'as parlé de féminisme aussi. Euh, Ça, c'est un point qu'on peut évoquer. C'est actuellement, de plus en plus, la droite, c'est peut-être une impression ou c'est peut-être différentes choses, essaye de s'accaparer de ces causes. Même l'écologie, on l'a vu récemment
avec certains discours. Euh, du, on- on- mais je trouve qu'il y a une sorte de contradiction immense où, en fait, ça marchera jamais, même si bon, Thaïs Descuffon parle du féminisme. Ça passe pas la barrière, pour le coup, la barrière du concret. C'est-à-dire que les mecs ils vont dire ouais moi je suis réellement écolo, moi je suis réellement antiraciste. Oui mais d'accord, mais quand il y a vraiment besoin de quelqu'un d'écolo ou d'antiraciste, c'est pas une association d'extrême droite que tu vois sur le terrain, tu vois. Enfin, et féministe c'est pareil. Donc moi j'attends de voir. Je veux dire leur truc. Nous on est réellement ceci ou cela, ben peut-être dans le discours quoi, mais dans le concret en réalité ils y sont jamais quoi. Bah, je pense qu'il va finir par avoir une affirmation. J'ai eu des cours en sociologie du genre. Quel désastre pour la gauche, le wokisme. Maintenant, je prends en considération le genre, attention, hein, quand même. Hmm. Mais par exemple, le genre, à l'époque, je trouvais ça totalement absurde. Ça, faut le savoir. Il y a les gens qui utilisaient des pronoms, mais je me disais, mais c'est des gogoles ou quoi? Ils veulent juste ruiner la langue française, vive l'Académie française. Mais c'est en lisant derrière, avec ma prof que j'ai pu aussi m'ouvrir, parce que là, c'est aussi un grand point qu'on pourrait évoquer. C'est que bah, la droite, pour moi, ne peut pas être intellectuelle. C'est un sociologue qui en parlait il y a pas longtemps. From anti-woke to la gannerie en fait. C'est ça. On a Geoffroy de Lagasnéry qui disait que bah, justement Ah, mais la c'est droite lui il dont tu pouvait parlais être. en plus. Bah oui, c'est ça. Je ferai de la gannerie. Qui disait que bah, la droite ne peut pas être intellectuelle, elle peut être architecte, ça peut être des avocats, etc. Mais ça, il n'y a pas forcément de lien avec le monde intellectuel. Je pense, en tout cas. Ouais, ouais, je sais pas, je sais pas. Moi, je pense pas. Mais après, ça sera un débat. Mais Ouais, bien sûr. moi, je pense que, en fait, je pense qu'il a raison dans le sens où ils peuvent pas être dans le vrai, étant donné que je pense pas qu'ils soient du côté du vrai, parce que je suis pas de droite. Bon, ça, c'est quelque chose. Mais par contre, si tu veux, il y a des intellectuels qui sont de droite parce qu'ils représentent un certain sujet collectif qui est réactionnaire. Ouais. Par exemple Nietzsche. Nietzsche, c'est un quelqu'un qui représente une certaine bourgeoisie qui commence à être décadente, qui a perdu ses aspirations révolutionnaires. Sa pensée représente plutôt un courant réactionnaire. Et Oui, de donc, droite, bien sûr. donc pour moi, c'est un intellectuel plutôt de droite. Par contre, je pense que ce que dit Nietzsche, ça peut avoir de l'intérêt de temps en temps, mais c'est pas, il n'est pas du côté du vrai pour moi, Nietzsche. Donc, bon. Oui, bien sûr. Ah, on en revient au discours de base. Après, bon, là, c'est à nuancer. Je parle vraiment de la pensée de maintenant. Après, peut-être que je connais pas assez de travaux, mais oh, est-ce que un Nietzsche avec un intellectuel d'aujourd'hui, de droite, c'est vraiment la. Je sais pas. Je sais pas. Je, moi, j'ai du mal à concevoir ça. Là, je pense que c'est un gros biais que j'ai et qu'il faudrait peut-être que je travaille dessus. Mais je sais Il pas y en si a on un peut autre chat qui vraiment dit et prouver le quelque Nietzsche de chose. gauche façon Bégodeau, mais il y a un Nietzsche de gauche, mais le Nietzsche de gauche, c'est une réinterprétation de textes de Nietzsche qui vont être réinterprétés. C'est intéressant, mais Nietzsche, si on le replace par rapport à son époque et dans les courants qu'il représente à son époque, on va difficilement me dire que Nietzsche est du côté des socialistes, quoi. C'est plutôt quelqu'un de réactionnaire, Nietzsche, à son époque. Donc c'est juste ça que je vous dis. C'est quelqu'un qui représente la bourgeoisie décadente, européenne, allemande. Mais bon, ça c'est une autre question. On s'éloigne peut-être du sujet, mais je vois ce que tu veux dire et je me souviens bien de cet extrait de la Gannerie qui disait ça il y a 1 ou 2 ans, je crois. Ouais, ouais, il me semble. Mais voilà, c'est controversé, mais voilà, il fallait que je le souligne quand même. Je vois ce que Même tu veux si dire, c'est je un vois ce que biais. tu veux dire. Euh, Tu nous parlais d'Antoine, ouais, t'as découvert Antoine, ça t'a fait changer un petit peu ou tu l'as découvert parce que ça te faisait marrer et puis voilà quoi. Ouais, initialement, j'ai regardé Antoine parce que j'étais confus. J'étais, c'est à cette époque aussi, première année de philo, où justement, j'avais regardé soit une vidéo sur l'islam, je crois, ou ça devait être je tape sur des droitards, ou même je tape sur la gauche peut-être. Là, j'ai vraiment plus de souvenirs.
c'était peut-être ça. J'ai peut-être aimé, parce qu'à l'époque, comme j'ai dit, j'aimais pas forcément Usul, et puis j'aimais pas les gauchistes. Mais en fait, plus je regardais des vidéos d'Antoine, plus je me disais, mais attends, mais il se situe où politiquement, je comprends plus. Là, j'aime ses vidéos, je me remets en question, mais je comprends pas. Hmm. Si j'avais cette sorte de confusion, et je lisais à côté aussi, donc ça a joué dans, dans ma réflexion. Mais il a ouvert une porte, en fait, où par la suite, je suis tombé sur Charles, la Charlesphère, Ah, où... camarade Charles. Ah, pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. Camarade Charles, tu veux dire, oui, je vais pas te... Ouais, Charles, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à mettre un pied dans la gauche, mais ça me suffisait pas en fait. Parce que, euh, comment dire, euh, enfin, juste avant, je resitue aussi, parce que je regarde aussi Tatiana Ventose quand même, ça c'est bon de le situer à la même époque. Ouais. Et en fait, je voyais qu'elle parlait énormément des causes sociales en fait. Elle parlait du travail, etc., de la Hmm. bourgeoisie. Et là, c'est là, je me suis dit, bon, en fait, les gens que je suis depuis quelques années maintenant vont pas dans mon sens. Et je peux pas juste les soutenir. Je peux pas non plus avoir sans cesse une remise en question de mon identité parce que passer par la droite, c'était aussi accepter continuellement, je trouve, avoir une image négative de ses origines, où je me disais, bah, je suis francisé. Enfin, Hmm. qu'est-ce que je suis francisé? Hmm. En fait, je pouvais pas être totalement français, mais je pouvais pas non plus être totalement algérien ou croate-hongrois. Et ça, je sais, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait souffrir, en tout cas, dans ma personne. Et je sais que beaucoup de gens se retrouvent aussi dans ces discours, et je sais que, justement, en regardant El Rayyan, etc., ça peut aussi les conforter. De voir un Maghrébin de droite, ça peut... une sorte d'identification. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, ouais, tu parles de Titania, mais c'est intéressant, mais c'est justement une des limites, ouais, que tu vois chez les youtubeurs de la droitosphère, mais en plus qu'on voit. Enfin, là, tu parles d'une époque, j'imagine, c'est 2020, 2019, 2020, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est l'époque où ces droitards sortent de la confusion. Parce que pendant tout un temps, ils nous ont dit, ouais, la gauche fait le jeu du capitalisme. Eux, on savait pas où ils se situaient. Enfin, je sais pas si t'as connu, mais tu prenais enfin, Raptor en 2015. C'est un peu un semi-soralien. Tu sais pas trop s'il est pas un peu social, s'il est pas un peu, tu vois, rouge-brun. Ouais, En ouais. réalité, ces mecs-là ont bifurqué vraiment dans le libéralisme, et encore plus aujourd'hui. Maintenant, c'est évident. Papacito t'explique que la France c'est un État communiste. Euh, Baptiste Marché t'explique que la France c'est un État communiste. Le Raptor c'est moitié pareil. Enfin, voilà, tu vois le truc quoi. Et donc, toi, si ça se trouve, t'es peut-être même un peu resté sur tes rails, c'est-à-dire, toi, t'es pas devenu plus libéral que ça, ou après, tu t'es peut-être aussi gauchisé, mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi Ouais, eux qui ouais. ont fait un virage vers la droite plus extrême, quoi. Bah, je pense que c'est ça. En fait, je trouvais plus forcément euh, ce qu'il y avait à l'origine, en tout cas, par exemple, au Raptor. Enfin, et même au bout d'un moment, c'est bien de taper sur les gens, sur le féminisme 2.0, etc. Mais bon, ça explique pas tout. C'est pas quelque chose qui pour moi, était réellement concret, qui avait réellement de sens. Tu penses que la Et... société est pas structurée par Camille et Justine? Ah, j'ai pas la rêve du coup là. T'as pas la Mince. ref. Non, non, C'est désolé. deux nanas qui font des blagues un peu féministes, un peu cringeos et tout. Ah, Et genre si. les gars genre Cro-Blanc, ils bouclent dessus comme si c'était un fait social incroyable et tout. Ça me fait trop rire. Ok, Genre, si, je vois, j'avais vu un truc sur Twitter. Si, si, genre si. tu Ok. sais, ça n'a rien. Enfin, on s'en fout, tu vois, ce truc-là, elles sont inoffensives comme tout. Mais bien sûr, mais c'est comme enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche que aux États-Unis, une université a essayé de faire censurer M&M's parce que c'était pas assez woke. Enfin, qu'est-ce que vraiment? C'est vraiment là je me suis dit, mais en fait, je sais pas pourquoi je tweete, je sais pas pourquoi je milite. Et, enfin, militantisme un peu internet, hein. J'allais pas dans la rue pour revendiquer M&M's ou autre. Enfin, mais en fait, c'était toutes ces choses en fait, on s'en fiche. Et je produisais rien. En tout cas, je me suis vraiment dit ça à un moment, c'est que en fait j'ai perdu juste du temps. Et c'est même devenu une honte là où aujourd'hui c'est pas forcément le cas, mais, euh, mais ça on reviendra un peu dessus. Voilà.
Ouais, mais bah, après, t'as perdu du temps, non? Mais c'est ta politisation aussi. T'étais jeune, tu passes. Enfin, c'est normal aussi. Tous ces trucs de YouTube, c'est un peu l'équivalent de la télé pour les gens qui sont un peu plus vieux, quoi, et qui sont politisés par des discours comme ça pour pouvoir en sortir. Enfin, c'est normal. Je vois pas comment tu pouvais te politiser autrement. Enfin, à notre époque, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que aujourd'hui, en tout cas, c'est plus forcément une honte. Enfin, alors je ne crie pas du tout à la fac, ça il faut le savoir aussi. Je ne dis pas, je suis aussi passé par l'antiwokisme. Parce que j'avais regardé une vidéo de psycho, je risque d'être affiché sur les murs de la fac quand même. Donc, vaut mieux pas que je fasse ça. Non, mais voilà, je le répète pas forcément. Mais en tout cas, ça joue dans ma compréhension. C'est sûr que. Alors, je tape sur des droitards sur Internet. Ça bouge pas. Hmm. Mais je suis pas juste à dire là, c'est des idiots. Mais en plus, tu peux taper sur les woke cringe et tout, il y en a tout le temps, Oui, oui. mais en fait, le truc, c'est de se rendre compte, ouais, que c'est un fantasme. Je veux dire, c'est pas structurant de rien, quoi. Il y a des entreprises qui essaient de faire leur beurre avec ça, ok, bon, super. Je veux dire, quand on regarde la politique en France, on va pas me dire que Macron, c'est un woke, quoi. Ces ministres, ils font une chasse à l'islamo-wokisme dans la société, c'est ridicule. Ils m'ont pas encore eu, hein. Ils t'ont pas Ça, faut le encore eu. savoir également. Et non, non, je me cache bien. D'où Ok. l'anonymat. Ouais, t'es en abaya avec des cheveux bleus. C'est ça. Et je sors plus de chez moi d'ailleurs, parce que c'est risqué. Mais ouais, il y a vraiment et on l'a même senti, on le sent dans mon université où on a eu certaines interventions d'enseignants-chercheurs qui, bon, parfois, nous disent en fait que ça craint quand on a l'État qui émet des politiques pour essayer de dépier les enseignements. Quand on a des groupuscules de droite qui empêchent les blocages, qui incitent les étudiants à voter à la sortie avec euh, de manière différente. C'est tout un ensemble. Et en fait, je pense que même c'est le contraire, c'est que les universités, pour moi, sont totalement, après ça dépend lesquelles, mais sont en danger. Hmm. Euh, Ouais. Mais ce qui veut peut-être dire aussi qu'elle commence à faire, je veux dire, un contenu qui est un contenu un petit peu plus dérangeant pour le pouvoir, donc un peu plus révolutionnaire. Parce qu'au final, quand on parle de wokisme, d'islamo-wokisme, on parle de quoi? On parle du fait que l'ancienne bourgeoisie à majorité blanche a les chocottes, qu'un autre. Que des minorités et qu'un autre sujet collectif viennent demander sa part du gâteau, quoi. Il y a de ça, hein. Elle est en crise, en fait, et tout le discours woke vient lui dire, ouais, mais en plus de ça, il faudrait que tu partages. Donc ils aiment pas trop ça, hein. oui, oui, en fait, c'est vraiment totalement ça. On est dans ce discours, je pense, on est dans cette logique, et on a tout un ensemble. En tout cas, je sais que la sociologie est quand même assez soudée sur ce point. En fait, on va pas s'empêcher de. Je vais donner un exemple concret, je pense qu'il peut imaginer ma pensée. Il y a eu une grosse polémique parce que la sociologie voulait expliquer le terrorisme. Il y a eu plein de débats sur ça. C'est en gros, la sociologie excuse le terrorisme. Ça sortait pas mal dans les discours, mais c'est au bout d'un moment, si on impose une censure, on impose des recherches parce que c'est pas assez important, parce que la sociologie c'est trop fluctuant, ben, on s'arrête là, on ne fait plus rien. Et on peut pas jouer aussi un contre-pouvoir. Je dis pas que toutes les facs de sociaux de France font des manifestants, mais ça crée une pensée. Pour moi, par exemple, on peut pas rester de droite en, en faisant de la sociologie. Bon, il y en a, mais notamment dans ma promo, mais je comprends pas. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que la sociologie a tendance à t'orienter vers des réalités que tu connaissais pas, qui sont des oppressions, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'à part te dire que les oppressions sont naturelles, ce que font les droitards, hein, ils disent, ah oui, mais en fait, ces oppressions, elles sont là, c'est la nature qui les a mis. Et si on luttait contre, il y aurait un retour de bâton et ce serait encore pire. C'est ça le discours de Julien Rochdy, hein. C'est de dire, ouais, si on va contre les inégalités naturelles, la nature revient toujours et c'est encore pire. Mais bon, c'est pas un discours qui est très rationnel, il me semble. Non, non, bah du tout. Même pour moi, enfin, c'est aussi une première base de la sociologie, c'est rompre avec le sens commun. On peut pas accepter en sociologie, ou on peut pas accepter, c'est pas le bon terme. On peut pas s'aligner, penser avec le sens commun. C'est pour ça que, par exemple, le racisme
anti-blanc étant débattu, bah, c'est pas, enfin, le racisme, c'est pas la définition qu'on peut trouver sur le Larousse. C'est autre chose, c'est une déconstruction du terme, et c'est tout un axe de pensée. On part pas de zéro, on réinvente pas la roue. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mm. Et ce travail complexe, bah, c'est pas forcément ce que cherchent les gens, et c'est pas forcément ce que je cherche le public d'Edouard Philippe. Oh non, Edouard Philippe. Stéphane Edouard, pardon. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Bah, le public d'Edouard Philippe non plus, tu me diras. Euh, C'est un petit lapsus. et du coup, ouais, bon, t'as dérivé un peu avec Antoine Goya, avec camarade Charles, et tu t'es politisé de plus en plus à gauche. Et puis c'était quoi, c'était quand ton point de rupture où tu t'es dit carrément, ouais, en fait, j'ai changé là et je suis carrément de gauche. Tu t'es assumé de gauche rapidement ou parce que c'est pas évident hein, quand t'as détesté ça pendant des années. Mais alors, au début, non. Et après, il faut savoir que, bah, hormis sur les réseaux sociaux, et peut-être un peu sur les consoles, enfin sur l'aspect jeux vidéo, bah, en fait, je parlais pas forcément politique avec tant de gens avant la sociologie. Donc, ça s'est plus vu au niveau de mes tweets, je pense, et de la réaction avec des personnes avec qui je parlais avant. Je rentrais dans des communautés un peu de droite, avec qui on pouvait échanger. Euh, mais je l'ai vu en fait quand bah, les gens me suivaient plus, me parlaient plus. Quand j'ai vu que ça réagissait négativement à mes tweets. Et c'est là à ce moment-là que j'ai compris, bah, en fait, bah, en fait, j'ai plus rien à voir avec ça. Je pense que j'ai un peu évolué. Quand je voyais aussi, bah, il y a eu l'expérience concrète. C'est quand je voyais un peu ma famille, quand je voyais mon père se tuer la tâche au travail. Euh, bon, si je lui parlais je vais reprendre le discours des M&M, il va me dire, mais qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas comme ça que marche la réalité. Mm, Et encore plus quand je suis arrivé en sociologie, j'ai vu que c'était pas ça en fait. mm. Il y a eu des recherches, il y a eu des travaux, il y a une réalité. Bon après c'est de quel point on l'apprend. Mais c'est pas aussi simple en fait que dans les vidéos de 20 minutes Ouais, ouais, ouais. de Rogy. Mais je trouve que le terme panique est pas mal avec ça, parce que c'est vraiment donner de l'importance et être en sueur avec des trucs qui, on peut être pour ou contre, mais dans tous les cas, des fois, c'est pas structurant de ouf ou très très important. Je veux dire, tu vas avoir des membres de la CGT, tu vas avoir, je sais pas, 30 qui pourraient être catégoriés, 30% qui vont être catégoriés comme woke et tout, qui vont vraiment être à fond, enfin aussi sur ces luttes-là, luttes sociales et tout. Je dis ça, c'est des chiffres sortis de mon cul, mais c'est pour vous dire qu'il y en a plein qui s'en foutent un peu de ces luttes, mais en fait ils sont pas là pour ça. Et en réalité, dans leur vie, bah, je les comprends, c'est-à-dire que c'est des mecs ou des meufs qui sont à l'usine ou salariés ou je sais pas quoi. Euh, Ce qui leur change surtout, c'est combien ils gagnent en fin de mois, c'est les retraites, des choses du genre, et avoir des espèces de discours à rallonge qui bouclent sur des questions de savoir si des woke ou non on fait je sais pas quoi à Canberra, sincèrement tout le monde s'en tape quoi. Les chiffres semblent réels dans le chat. Ouais, Et les chiffres c'est sont vraiment le tout à gros fait point. réels, ouais. C'est un gros point aussi que je pense qu'on doit travailler auprès des gens. C'est même moi, justement, un peu le discours que j'ai eu avec camarade Charles. Et là, on peut faire la transition avec vraiment une sorte de radicalité. Ou, bah, ou même des fois, j'amuse à un peu à le piquer sur Twitter. Mm. Mais Il a évolué aussi, tu je- me diras lui par rapport à ça quoi. ouais, Mm. totalement, totalement. Et ça, vraiment, je peux pas le nier. Mais avant, c'était vraiment un peu une base matérielle, un peu le rapport au travail, la lutte des classes, etc. Discours que j'ai encore actuellement. Je pense que c'est primordial. Mm. Euh, mais je le voyais, il avait aussi un peu ce rejet bah, des autres choses. Euh, Mm. et c'est aussi un peu ce que j'ai retrouvé au début chez Tatiana Ventos, quand je me dis, bon, bah, c'est cool, elle est bien, elle parle justement de son hostilité envers les bourgeois, Mm. euh, avant qu'elle fasse une radicalisation extrême vers ces dernières vidéos là, où moyen Ouais, moyen. ça devient un peu n'importe quoi, mais ouais, ouais. Mais de toute façon, ils étaient un peu sur la même ligne, et puis elle,
elle a dérivé un peu plus vers la droite, et puis lui a dérivé un peu plus vers la gauche, quoi. Après, lui aussi, il est plus jeune, donc il a quand même une flexibilité mentale, je pense. On change plus de bord Ouais, politique bien quand on est sûr. jeune. Et puis aussi, il en vit pas. Parce que c'est vrai que quand ton discours s'est tapé sur le Covid ou je sais pas quoi, bah, va expliquer qu'en fait, peut-être que le vaccin, c'est pas si mal. Bah, c'est très compliqué, tu vois. Enfin, Oui, oui, bah, mais ça totalement. C'est pour ça que maintenant, pour moi, c'est un réel danger, je pense, de poursuivre dans cette optique. Mais voilà, en tout cas, eux, c'était un élément de transition, en tout cas, vers cette radicalisation un peu vers la gauche. tu penses quoi de la théorie de Moïse? Ah, très bonne question, très bonne question. C'est qui a posé la question? C'est moi, je pose la question parce que là, tu parles de Tatiana Ventose. La théorie de Maurice, pour ceux qui savent pas, c'est une théorie qu'on développe sur la chaîne où on dit en gros que Moïse, il sépare la mer Rouge en deux. Bah, c'est séparer la mer Rouge brune en deux. En gros, c'est de dire qu'on est dans une période de crise du néolibéralisme où les rouges bruns, au bout d'un moment, va falloir qu'ils choisissent leur camp, quoi. Soit rouge, soit brun, quoi. Et on peut pas rester indéfiniment dans une position d'entre-deux dans des moments de fracture qui vont demander un affrontement. C'est-à-dire, tu peux ne pas aimer Mélenchon, tu peux ne pas aimer Le Pen, tu peux ne pas aimer Macron, mais au bout d'un moment, voilà, tu vas pas avoir 30 000 solutions. Et même si ouais, tu trouves que Mélenchon, des fois, c'est un peu bizarre avec les identitaires musulmans ou je sais pas quoi, bah, au fond, si t'es quand même du côté plus de la lutte des classes, faut que tu votes Mélenchon. Bah, si par contre tu penses que le problème c'est quand même plus l'immigration, je sais pas quoi, même si tu trouves que Le Pen, elle est pas assez libérale pour toi, bah va falloir que tu votes Le Pen, quoi. Et c'est un peu ça la théorie. Mais la théorie peut être fausse, quoi. Donc il faut qu'on sache l'avis de notre invité sur cette théorie. Bah moi je pense que ça s'est vu partout, partout c'est un grand mot, j'ai jamais utilisé dans une disserte de sociologie ça, en tout temps, partout. Mais on l'a vu ces dernières années, là tu as pris l'exemple avec Tatiana Ventose, on peut prendre aussi bah, moi, enfin on peut prendre camarade Charles. Bon, en fait on peut pas rester dans un espèce d'entre-deux, et même la Macronie actuelle n'est pas restée dans un entre-deux, même s'il y a encore ce petit côté confus où il joue un peu sur, c'est de jouer un peu sur les deux camps. Il y a une prise de position forte, il y a une affirmation forte, c'est où vont les intérêts? Est-ce que les intérêts seraient plus bénéfiques justement à droite ou à gauche? Il y a plein d'enjeux derrière. Les bourgeois, par exemple, n'ont rien à gagner à mettre leur vote, leur soutien à Mélenchon. Hmm. Tatiana Ventose, au vu de l'électorat qu'elle a amassé, je pense elle n'a rien, en tout cas, à gagner en faisant un coming out de gauche là maintenant. Hmm. Je pense qu'elle est ancrée dans un processus. On va pas rentrer dans des théories de psy en mode elle s'est enfermée dans son propre rôle, etc. Ça, c'est pas notre affaire, mais Le plus drôle, moi j'adorerais avoir un second tour Le Pen-Mélenchon pour voir ce que fait Tatiana. Parce que Tatiana, quand c'est Le Pen-Macron, c'est facile pour elle. Elle appelle à voter Le Pen et elle peut le dire, voilà, c'est parce que moi je suis du côté des ouvriers et les ouvriers votent Le Pen, donc voilà. La position elle est facile à prendre pour elle. Mais par contre, s'il y a un Le Pen-Mélenchon, là le masque peut tomber parce que ça va être très très dur pour elle de pas inviter à voter Mélenchon avec un discours qui est censé être social. Mais à la fois, avec la haine exubérante qu'elle a de Mélenchon, ben, je la vois mal invitée à voter Mélenchon. Et puis alors, si elle invite à voter Le Pen, c'est finito. ouais, c'est à voir. Je pense à voir aux prochaines élections. Ou sinon, elle fera l'autruche un peu comme elle a fait avec les derniers mouvements sociaux, hein. Je pense que Et ça peut être aussi. l'élection. Ouais, elle a fait ça aussi avec l'élection législative. Hein. Elle n'a pas appelé à voter alors que la NUPS était devant. Elle aurait pu appeler à voter NUPS, mais non, non. Elle a pas, elle a arrêté d'en parler en mode ouais, maintenant c'est finito. Et puis, enfin, elle a abandonné un peu le navire, quoi. Oui, bah, elle était totalement dans un éternel passé, même. On l'avait vu, je crois que c'est toi qui avait tweeté justement sur. En mode oui, il fallait voter Marine Le Pen, on n'aurait pas eu ces mouvements sociaux, etc. Où elle est vraiment enfermée dans une boucle infernale, elle aussi. Donc Mm. après, je la connais pas plus, je ne jamais parlé, je sais pas si elle est réelle, je sais pas si elle a des intérêts derrière, mais en tout cas, moi je suis d'accord avec cette théorie. Mm. Ça, c'est de plus en plus le cas, je trouve. Il y a ceux qui disent oui, c'est social-démocrate. Non, mais je vous parle pas forcément de Mélenchon-Le Pen, mais je pense que le temps. En fait, quand il y avait le début de la crise 2005 à 2015, c'était
le début de la crise qui était encore un peu légère et du coup on était dans un temps de confusion avec Soral, avec les pensées complotistes, avec les pensées donc un peu rouge-brune aussi. Mais aujourd'hui, en fait, les jeux sont en train de se faire et je pense qu'il faut choisir son camp. Ça veut pas dire qu'il faut voter Mélenchon. Vous pouvez aller bien plus à l'extrême gauche si vous préférez. Ça veut pas dire qu'il faut voter Le Pen. Vous pouvez préférer Zemmour ou je sais pas quoi. Mais voilà, je pense que les camps doivent devenir clairs et tenir de ah ouais, moi en fait, j'aime pas trop la lutte féministe, mais je suis quand même du côté des luttes sociales et tout. C'est intenable en fait comme position. Ça va être très compliqué quoi. 2020, période Covid, était ultra confuse. Ouais, c'était une recrudescence de la pensée confuse, mais je sais pas si t'as remarqué, elle a moins. Elle a été moins dangereuse pour le pouvoir, je pense, cette pensée. Elle a même été un boost pour le pouvoir, alors que je trouve que le montée de Soral, tu vois, le premier complotiste 2000, 2005, 2000, 2015, ouais, Soral, un peu Chouard et tout. Eux, il y avait une vraie puissance politique hein, qu'il y avait derrière, qu'il n'y en avait pas dans les mouvements anti-pass, je trouve. Une puissance qui est ancrée encore actuellement chez certains, faut vraiment pas l'oublier. Ouais. Même si le discours a pris peut-être d'autres couleurs, il y a une base. Il y a une base et la base, faut, je pense selon moi, la rappeler. Parce que les gens ont tendance à prendre ce qui est bon. Mm. Et j'en connais pas énormément des professeurs radiens actuellement, même chez les pensées de droite. Mais faire des piqûres de rappel, en tout cas comme tu fais, c'est, je pense, vraiment un des plus grands pas qu'on peut faire nous du côté de la gauche. D'ailleurs, tu m'as découvert quand dans tout ça, toi? Après Charles, du coup, peut-être? Je crois, bah, Via pendant mon Twitter? entrée en sociologie. Non, je crois que je t'ai. Attends, je sais pas s'il avait fait une vidéo avec toi, Charles. Parce qu'il se peut que je t'ai rencontré comme ça. Non, il a pas fait de vidéo avec moi, Charles. Par contre, il a fait une vidéo avec Antoine, enfin une vidéo où Antoine jouait le rôle, je sais plus, de Michel Clouscar ou Jack Seguela, je crois. Je crois que c'était de Michel Clouscar. Ouais, bah, je pense que c'était bah, c'est à l'époque où je me suis justement vraiment radicalisé, entre guillemets, du côté de la gauche. Il me semble que j'avais regardé, ou peut-être des abonnements de Charles, peut-être. Hmm. Ou alors, c'était peut-être une vidéo sur Valek, où tu justement détruisais Valek, etc. Je crois que c'est ta première vidéo. Hmm. C'est ma, Ou- mais en- c'est ma troisième, mais c'est peut-être la première que t'as vue. Ah bah voilà, bah, je pense que c'est ça. Ouais. Je t'ai rencontré dessus, ça m'a bien fait rire. Et justement, je trouve que tu as bien aussi cerné les codes bah, qu'il faut aussi pour parler avec un certain public, pour essayer de reprendre certains confus. Oui, oui, oui. Mais parce que c'est des codes qui, moi, me font rire au premier degré aussi. Alors, peut-être que la vidéo maintenant est passée, mais je veux dire, c'est les codes de la droitosphère, de manière générale, ils sont assez marrants, quoi. Donc, c'est pas, moi, j'ai pas de honte à rigoler de ça, mais des fois, j'aime bien reprendre des codes justement, pour l'absurdité que ça a de reprendre leurs codes et de les humilier avec leurs codes, quoi. C'est pour ça que j'introduis toujours mes vidéos sur ma chaîne principale, ou quasiment toujours avec un pastiche un peu de ce que fait le mec que je critique quoi. Et ben c'est parfaitement ça. Et ça, je pense que même encore actuellement, certains youtubeurs de gauche n'ont pas aussi cerné ça. C'est parce qu'on en revient à la question problématique de base, c'est pour qui on s'exprime. Est-ce que on cherche à s'exprimer uniquement à notre communauté qui pense déjà plus ou moins comme nous? Ou alors on cherche à élargir un peu Mm. l'électorat? Le Alors je problème dis de pas. certains à gauche, c'est que ils sont, euh, ils ont peur en fait de se faire mal voir, de se faire cancel ou je sais pas quoi par d'autres à gauche parce que ça existe aussi. Et du coup, ben, il parle en fait qu'à des convaincus avec des codes et tout. En fait, il reste dans un entre-soi souvent. Alors, bien sûr, ça a été cassé un peu par la team type Dany Raz et tout qui font plus ça. Si tant est qu'il est déjà fait. Mais il y en a encore qui font ça et c'est vrai que ça t'empêche en fait de viser le grand public parce que si t'es toujours en sueur parce que. T'as dit noir au lieu de dire racisé ou je sais pas quoi, bon bah je veux dire le grand public s'en tape en fait, mais tu te dis toujours que tu vas voir la police de la pensée d'un mec qui passe sa vie sur Twitter qui va te taper dessus quoi, c'est un peu abusé. Ouais, c'est parfaitement ça. Et même du côté de la droite, hein, je pense que certains aussi ont aussi cette crainte. Même peut-être pas autant exprimée, mais on, on peut le regarder dans le discours
des droitards, c'est parler trop de socialisme, paf, tu te fais catégoriser par le public et c'est déjà arrivé que des droitards ne soient pas assez de droite pour certains, Mm. parce que leur position n'était pas assez radicale. Ouais, mais tu vois d'ailleurs, moi je pense que je peux avoir cette indépendance parce que justement je viens pas d'un milieu gauchiste ou gauche morale. Et étant donné que je viens pas de ce milieu-là et que je me cancel dans certains milieux comme ça, alors de moins en moins je pense, parce que bon, au bout d'un moment il va falloir que les mecs comprennent que ce que je fais ça fait quand même du bon boulot pour la gauche, on va dire, mais euh, j'ai pas cette épée de Damoclès parce que en fait ces types-là m'ont déjà dans le nez où je leur parlerai jamais et je m'en tape de leur parler et donc du coup j'ai une certaine liberté quoi. Le problème c'est que c'est encore une fois une question très matérielle, c'est que quand c'est ta base d'abonnés qui est comme ça, ben, va essayer de t'en défaire quoi. C'est exactement le même problème que Tatiana mais inversé quoi. C'est si ta base elle est ultra gauchiste à cancel tout le monde dès qu'il y a un mot de travers, t'es un peu baisé quoi. Oui, et ça pardonne pas, hein. Vraiment, le truc, c'était pas aussi de nier cette réalité. Évidemment, il y en a, même peut-être dans mon université, mais Mm. en, en soi, c'est minime. Et puis c'est beaucoup moins qu'avant je trouve, mais oui, oui. Bien sûr, parce que même là, il y a eu bon, c'est une déradicalisation, je pense, c'est mon terme, euh, de ces personnes. Mm. On le voit même. Après, peut-être que j'ai placé ce cercle, mais j'ai l'impression de moins entendre parler justement des faits divers aux États-Unis, un peu moins même de la part justement des youtubeurs de droite. Ouais, Où il y a eu. je pense Oh, qu'il y a un vas-y, truc, excuse-moi. c'est le. En fait, ce qui a été très fort de la part des droitards, c'est d'avoir fait croire que la gauche, c'était la gauche morale. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est pas les gauchistes, tu vois, les vrais gauchistes, les mecs vraiment d'extrême gauche et tout, c'est pas forcément des mecs qui vont me gêner, moi. Ce qui est vraiment gênant, c'est quand il y a de la morale qui est introduite tout le temps, et donc que tu as un peu un chantage au fait que tu sois pas assez ceci, pas assez cela. Et ça, les mecs de droite ont été très forts pour faire croire que toute la gauche était des mecs comme ça, qui allaient te traiter de facho si tu faisais le moindre truc, voilà, qui allaient te rejeter, qui allaient te cancel et tout. Alors que ça, en réalité, c'est un truc qui existe de moins en moins, quoi. La gauche morale, pour moi, c'était représenté historiquement par tout ce qui était PS et tout, même une partie, on pourrait dire, de LV, par SOS Racisme et tout. Il n'y a aucune personne qui rentre en politique aujourd'hui qui est jeune et qui se dit ouais, je vais aller au PS et je suis antiraciste, je vais à SOS Racisme. Ça n'existe pas, quoi. Parce que les gauchistes, genre le mec ultra gauchiste, machin, qui est dans un groupuscule. Je sais pas, dans un groupuscule marxiste et tout, ils sont pas nombreux en France. Enfin, c'est pas par eux, c'est pas des, ils font pas masse quoi. Si tu veux, s'il y a 2000 mecs comme ça en France, c'est pas ouf quoi. Ouais, bien sûr. Mais même le discours, là, je vais faire un tout petit lien. Moi, quand je suis arrivé en sociologie, il faut savoir que j'aime énormément parler en amphi, j'interagis énormément. Et grosse désillusion, c'est que je suis arrivé, j'ai essayé de reprendre un peu le discours un peu, entre guillemets, wokiste, enfin, woke des États-Unis. Et on m'a clairement dit bah, que bah, c'est différent. En fait, comment dire, c'est pas vraiment des concepts, c'est pas vraiment des choses. Enfin, il y a vraiment un travail. Je sais aussi que j'ai quelqu'un qui est parti faire euh, une, une partie de son semestre dans une université aux États-Unis et qui est revenu en France. Et lors d'un cours, la personne a interagi et elle s'est fait directement reprendre par l'enseignant-chercheur parce que c'est totalement différent. C'est deux pensées différentes. Et là même où un certain discours peut être réfuté parce que la sociologie, c'est pas quelque chose, et aucune discipline d'ailleurs, quelque chose d'uniforme avec les mêmes dogmes, les mêmes courants de pensée. Euh, c'est une conflictualité. Dire que la gauche c'est ça, 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 c'est le wokisme, vraiment la pensée originelle, puérile. C'est pas quelque chose où on peut avancer en faisant cela. Et moi, j'aimerais bien savoir, ça fera plaisir aux fous alliés, mais c'est- ton rapport, ton rapport, t'as dit que t'avais une copine, ton rapport aux meufs, enfin, je sais pas si t'as une copine actuellement, mais ton rapport aux meufs, il a changé quand t'étais un peu un droitardé, après, avant. Je veux dire, il y a une vision quand même que les mascus virilistes, muscu, machin, font passer, qui est assez sexiste, et je pense que t'as peut-être évolué par rapport à ça, enfin, je sais pas trop.
Ouais, totalement. Le Foilier, d'ailleurs, que j'ai rencontré, enfin, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je pense il y a 2 mois, je crois, à peine. Qui m'a beaucoup aidé lors de mes partiels, d'ailleurs. Je me suis un peu tué à ces vidéos. J'ai découvert pas mal d'autrices, notamment. Ouais. Et beaucoup de travaux. Mais oui, ça, bah, de fait, ça a joué. Quand on est fixé sur soi-même, quand on est dans un culte du corps à l'extrême, quand on cherche à faire passer son... Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein, je ne suis pas un cas universel. Mais en tout cas, beaucoup de gens, on peut le voir avec un peu les discours incel, mais j'étais beaucoup focus sur moi-même, où la beauté, notamment physique, passait avant tout. Mon bien-être personnel passait avant tout. Euh, il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse s'accorder en fonction de moi en fait. Alors j'étais pas dans une vision, oui, bon, tu vas me faire un petit sandwich quand je rentre, j'ai bien mangé. Non, du tout. Sur ça, ça n'a jamais été le cas. Enfin, quand on a une mère qui est au foyer, qui galère avec plein d'enfants, je pense avoir cette vision, ça aurait été euh, me trahir moi-même. Mais j'avais vraiment ce discours où c'est elle qui allait devoir s'adapter avec moi. Ou même quand on me quittait à l'époque, et là c'est pour ça que je dis, c'est un peu joué dans un petit lien avec les incels, c'est où on me disait t'es trop gentil, alors que je me dis bon bah il faut que je sois un bad boy, il faut que je sois encore plus fort, plus solide, plus stoïque, non pas la définition philosophique, mais stoïque de droite, à savoir pas laisser agir d'émotions, etc., être bien sombre. Être un Dark Sasuke en gros, mais c'était bah, une désillusion parce que ok ça plaisait peut-être à certains types de femmes. Alors là je vais pas tomber du tout dans la théorie de Thaïs d'Escuffon, les 3 types de femmes. D'ailleurs j'aurais été le mage je crois. Ah, le mage, ah ouais, 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 d'accord, je vois le mec un peu Et oui, mystérieux, un peu. bah, un sigma. Je suis pas mal alpha mais un petit sigma. Mais oui je me plaisais, bah c'est sûr un type socio-économique particulier. Parce qu'à l'époque je traînais aussi dans des quartiers populaires, enfin dans des quartiers là où j'ai grandi d'ailleurs, où bah, les filles qui traînaient avec nous étaient attirées par un certain style de garçon. Euh, et là, il y a un ouvrage qui est assez bien, c'est La tyrannie. J'ai plus l'ouvrage, mais c'est un très bon ouvrage de sociologie. La tyrannie de la majorité ou la tyrannie lycéenne, où justement bah, les filles qui rentraient pas non plus dans ces codes bah, restaient plutôt isolées. Hmm. Leur chambre, c'était un peu leur, On n'en leur, parle jamais leur de ces nanas-là, caverne. d'ailleurs, on parle souvent des incels mecs, mais en réalité, il y a la situation exactement pareille pour les filles, et le discours incel, c'est justement de dire, ouais, toutes les femmes sont dans l'abondance sexuelle, ce qui est absolument faux, en fait, et il y a des filles qui sont plus timides, parfois, qui ont peut-être... voilà, qui font moins de rencontres, qui ont moins de succès avec les mecs et tout, et qui sont aussi pareil dans leur coin. Et elles, pour le coup, personne n'en parle. Bien sûr, parce que on a un peu le prisme de la majorité. Euh, là, je t'ai pris l'exemple des filles, Ça après s'appelle quel date Culture lycéenne, la tyrannie de la majorité, ton livre, je crois. Ah ouais, c'est ça de Muriel ou... Pasquier Dominique Pasquier, non? C'est ça. Ah voilà, oui, c'est ça, 2005, je crois, mais c'est un super bel ouvrage que j'avais lu 2005, quand ouais. je suis en sociologie. Mais justement, elle met un peu la focale sur ces lycéennes aussi, sur ces collégiennes qui sont de classe populaire et qui n'ont pas forcément certains moyens bah, de se sentir elles-mêmes, que ce soit dehors, parce que, bon, là j'apprends, je pense rien à personne, mais dans les cités, notamment dans les quartiers, là il y a une forte pression, il y a une forte surveillance à l'égard des femmes, notamment. De leur comportement, avec qui elles fréquentent, avec qui elles couchent, il y a une forte stigmatisation. Elle a une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est directement paf, la réputation qui tombe. Idem pour les petits villages, hein. Là, Benoît Hamon a fait un super bel ouvrage, c'est Ceux qui restent, qui parle également de cela. Benoît Mais, Hamon, il parle de ça? oula, mais qu'est-ce que... Benoît Ah Coquart, ouais, pardon. je comprenais pas. Je me disais, putain, il fait de la sociologie maintenant, Benoît Hamon, n'importe quoi. Non, c'est un petit lapsus. Non, c'est Benoît Ok, Coquart, c'est un ok. sociologue, pardon.
mais oui, je vais pas plus élargir, mais on s'intéresse pas. Et il y en a, j'en ai rencontré, mais les filles que je rencontrais le plus, je vais pas une fois de plus faire un. Il va Comme lâcher une Thaïs, dinguerie, là, il va lâcher une dinguerie. je, je vais pas dire qu'il y a des types de femmes, mais ouais, il y a Bah, peut-être certaines filles qui vont plus s'intéresser à certains types de garçons qui fréquentaient certains terrains, qui avaient peut-être une meilleure popularité, qui jouent au foot, parce que ça les intéressait. évidemment, c'est Mais pas. Il y a pas de souci. Enfin, je veux dire, c'est pas un discours tiré par les cheveux. ouais, ouais, bah, après pour certains, j'en connais pas mal, et même du côté de la droite, c'est une aberration de dire ça, même s'ils font ça à l'extrême, eux, plus du côté psy, sans prendre la base matérielle. Mm. Parce qu'il faut pas oublier que ces jeunes femmes, notamment, euh, les gars qu'elles rencontrent au terrain de foot, c'est la plupart des seuls gars qu'elles peuvent connaître dans leur vie. Parce qu'elles vont pas forcément dans les villes, parce qu'elles ont pas forcément. Par exemple, aller à l'opéra, c'est une grosse pression sociale. Moi, la première fois que je suis allé à l'opéra, j'ai eu honte, j'ai eu peur, j'ai plein de choses. Et T'as c'est. pleuré? J'étais ému. C'était la flûte enchantée de Mozart, et j'ai pleuré. Mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour le petit bourgeois qui était à côté de moi, et Oh là 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 là. malheureusement. Mais il y a un peu une. Ouais, Enfin, quand tu me parles de l'opéra, là, il y a un truc à la fois. Enfin, à la fois c'est bien et tout d'aller à l'opéra et tout, ça ouais. permet de te faire de la culture. Mais il y a un truc triste parce que j'ai l'impression que tu y allais en te disant, ouais, il faut que je le fasse pour être comme les autres, tu vois, comme si tu faisais pas ça, en fait, t'étais inférieur culturellement parce que t'avais pas connu ça quand t'étais petit et tout. Parce que la plupart Ouais, des gens bah, connaissent pas ça quand ils sont petits, quoi. Mais ouais, bah justement, bon, en fait, au début, comme j'avais pu l'énoncer, j'y allais pas forcément pour cette logique. En fait, j'y allais parce que c'est bête, mais j'avais regardé un animé, c'est ce qui m'a mis un peu dans le monde de l'opéra, c'était Your Lie in April, je crois, ou quelque chose comme ça fait longtemps. Et ça m'a mis un peu dans le bain. Et c'est vraiment, en tout cas, quand je suis rentré dans cette sphère de droite où je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse parce que j'aime ça, mais c'était pas suffisant. Il faut que je le Hmm. fasse pour accumuler, pour me sentir exister, pour avoir une place envers ces grands intellectuels qui font que montrer leur bibliothèque, etc. Hmm. Et pour moi, c'est vraiment le plus grand danger. Bourdieu aussi en parle, mais c'est vraiment pas ce même prisme. Je pense qu'au niveau de la droite, il y a vraiment une culpabilité, je trouve. Il y a vraiment écraser sa connaissance pour l'écraser. Moi, ce que je voulais faire, Oui. c'était écraser les gens, c'était pouvoir les anéantir au débat, c'était pour pouvoir citer euh, du Haydn, etc. Là, c'est pas Le vraiment mec la même veut chose. anéantir un débat. Ok, et du coup, oui, j'ai pas compris. Tu m'as parlé de plein de trucs sur les meufs, mais j'ai pas compris si ton Ah rapport oui, ouais, aux meufs pardon. a changé ou t'avais des C'est vrai côtés que un peu sexistes, un peu. Je sais pas, enfin. ouais, bah oui, j'avais des côtés sexistes. Alors c'est sûr, c'est ça, j'en suis clairement pas fier. Mais et c'était pas forcément extrême. C'était grave, mais pas extrême. Hmm. Comme j'ai dit, si vous voulez pas que ma petite amie, et bien heureusement d'ailleurs qu'elle l'a jamais fait, et d'ailleurs dommage qu'elle n'ait pas frappé, euh, bah, je lui ai jamais dit reste à la maison faire à manger, mais en tout cas c'était toujours, je voulais qu'elle s'adapte à moi et pas le contraire parce Oui. que je suis là, je suis unique. Hmm. Et maintenant c'est totalement différent en fait, et même je l'ai vu dans mon rapport à moi-même. Bon là j'ai l'impression que j'ai l'habitude d'étaler ma vie comme ça, je le fais jamais, hein, mais lors des échanges avec les dernières filles que j'ai pu avoir, euh, Les filles que bah- t'as pu avoir. allez hop, je suis cancel. Allez, bon. Finito. Je vais vous balancer son adresse, son nom, son prénom, date de naissance, numéro INE, tout ça. Le Discord. Non, enfin, les filles que j'ai fréquentées, c'est vrai que c'est pas le bon terme, les filles que j'ai fréquentées, avec qui j'ai pu flirter, c'est totalement différent parce que l'échange est sain. Euh, c'est euh, c'est donnant-donnant, c'est pas je t'écrase, tu t'adaptes à Hmm. moi et mon plaisir. Hmm. Et même dans la sexualité. Hmm. J'ai pu aussi m'ouvrir avec certaines filles qui n'étaient pas forcément là pour avoir une relation stable. Ce qui était pour moi avant, du moins, impensable en fait. Parce que c'était directement le P-word. Genre, je vais pas l'énoncer, mais si
elle rentrait dans une catégorie de personnes que je pouvais pas estimer. Oui. Voilà. Mais ce qui est marrant en plus, c'est que du coup, quand on voit ça, quand on voit un peu l'évolution, on se rend compte que la pensée du droitard mascu un peu incel, c'est une pensée de mec un peu fragile, qui tâtonne, et qui, comme il est fragile et qui tâtonne, il a envie de montrer voilà, qu'il fait de la muscu, qu'il a des gros bras, qu'il va à l'opéra, qu'il fait... Et en fait, bah, ce qui est marrant, c'est que ça transpire, après coup, je veux dire, quand on est extérieur à ça, ça transpire un peu de la fragilité, tout ça. Mais il faut pas s'en moquer, je veux dire, enfin, Ouais, ouais. je veux dire, ils pouvaient rien, et tous ceux qui sont là-dedans n'y peuvent pas grand-chose, mais il y a ce côté-là, quoi. C'est beaucoup plus. Enfin, t'étais beaucoup plus bien dans ta peau, je veux dire, et no stress quand t'arrives justement à être dans une relation où t'as pas besoin de dominer l'autre, où t'as pas besoin de surperformer des trucs, de te montrer ultra musclé ou je sais pas quoi, que quand tu as besoin de ça pour être bien, quoi. Mais bien sûr, mais c'est même un tout, c'est ne pas avoir la crainte d'être gentil, ne pas avoir la crainte Mm. de pouvoir parler librement tu sais, de certaines choses, parce qu'à l'époque j'avais aussi peur de parler bah, notamment de ce que je disais. Après voilà, là même les filles avec qui je parle maintenant, il y a quand même un profil socio-économique derrière. Euh, il y a entre guillemets, une élévation au niveau des parcours trajectoires scolaires. Bon, les deux dernières, par exemple, c'était Sciences Po et l'autre, c'était École d'art à Paris. Euh, T'en parles comme si alors, t'avais un tableau de chasse avec marqué situation, machin. c'est ça. Bah, j'ai une grille de lecture quand même pour mes entretiens. C'est des entretiens en fait. J'utilise la sociologie pour séduire en fait. C'est faux, hein. C'est totalement faux. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même aussi ma manière de penser, c'est sûr, bah, il y a une déconnexion et même a fortiori, là, je sais pas si tu connais Didier Ribon. Si. Ouais. Toi, t'es dans la Voilà, boucle, la gannerie Didier Ribon, Édouard Louis, Bourdieu. ouais, c'est ça, c'est bon, voilà, même Bourdieu, ils ont un peu grandi ensemble, mais avec Ribon, par exemple, il y a, entre guillemets, cette double rupture chez Ribon. Rupture avec son cercle familial parce qu'il était homosexuel, et rupture avec son cercle familial parce que il voulait s'émanciper des classes populaires, de la classe ouvrière de son père. Euh, Moi, maintenant, avec le parcours que j'ai, avec ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, bah, parfois je me retrouve à ne plus savoir dialoguer, et c'est aussi un des gros problèmes qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est je ne sais plus dialoguer avec ma famille, je ne sais plus dialoguer avec certaines personnes que je côtoyais avant. En fait, c'est tout un enjeu, Parce que t'as et, évolué et je- au niveau intellectuel, c'est ça que tu veux dire? ouais, pas que, je pense que c'est vraiment tout. Après, moi, c'est comme Niveau je l'ai pris. socioculturel, tout ça? Ouais, c'est par exemple quand je suis arrivé dans la droite internet, bah, j'ai pris le starter pack droitard, muscle, opéra, etc. Potier. Et c'est ça. Et quand je suis arrivé un peu vers la gauche, bah, par, ma... par les différentes personnes que j'ai connues, par les différents événements, bah, par YouTube aussi, par tes vidéos, par les vidéos d'Antoine Goya, bah, je peux plus forcément, j'ai du mal en tout cas Ouais, ouais, à ouais, m'exprimer normalement. mais ça c'est intéressant. C'est intéressant d'ailleurs, je crois qu'il y a. Alors je l'ai pas lu, mais je crois qu'Annie Ernaux, elle parle beaucoup de ça. C'est-à-dire de comment, quand on est. Je crois qu'elle est fille d'une famille modeste, tout ça, et son intégration dans. Son intégration dans. Comment ça s'appelle? Dans la plus haute société culturelle, tout ça, est vécu aussi comme une trahison de ses origines ou des choses du genre, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant et c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens vivent. Pourquoi tu dis je savais pas que tu avais lu Annie Arnaud? Non, je l'ai pas lu justement, mais c'est assez connu comme thématique. Mais c'est une thématique qui est intéressante. Mais après, t'es pas forcément obligé de parler de trucs ultra poussés à ta famille ou à des amis. Tu peux en parler s'ils ont envie, mais en Non, général, non, bien sûr, c'est pas, bien sûr, bien sûr. c'est pas Et forcément là, obligatoire. on en revient avec un peu les différents logos sociaux. Ah, je dis pas, quand je vais chez ma famille, je dis pas oui, donc alors j'ai lu la reproduction de Bourdieu. Enfin, ça m'arrive d'en parler, mais c'est pas forcément. Je suis pas un robot, je suis pas encore transformé totalement par la sociologie quand même. Ça, il faut le Ouais. savoir. Mais c'est sûr, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une violence. Et je le sens même au regard des gens.
euh, au niveau de mes parents, c'est un peu, je pense, une violence, eux, de peut-être ne pas être à la hauteur, peut-être avoir honte. Je sais pas si ça peut jouer, la honte de pas savoir tenir les deux bouts. C'est compliqué et je pense que c'est également une rupture que certains de jeunes de droite ont avec leurs parents, hormis s'ils ont comme papa un Julien Rochdy et une Thaïs. Mm. Mais ça peut être vraiment une rupture totale. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mm. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à traiter pour ce soir? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense que même maintenant, là, je vais peut-être pas forcément évoquer, je milite pas mal. Ouais, J'ai encore du mal un peu. Excuse-moi, vas-y. tu milites tout, vas-y, raconte ça. Ouais, ça va pas durer longtemps, excuse-moi. J'ai juste d'y penser. J'ai encore un peu de mal à justement militer dans les mouvements sociaux, dans la vraie vie. Je pense par honte un peu quand même, ou par illégitimité un peu. Mais, euh, mais c'est aussi un travail que j'essaye de faire. C'est un travail quand je regardais tes vidéos, à la fin tu me poussais quand même à aller manifester. J'ai jamais pris les devants, malheureusement. Mm. J'ai pas réussi. Mais c'est C'est pas quelque chose évident, que hein. j'aimerais. C'est pas Non, évident, c'est dur. mais bah, comme tu le dis, et c'est pareil, hein, quand tu dis, ouais, je me sens mal à l'aise et tout, mais tu sais, des fois, tu te retrouves dans un truc, quand t'as pas encore de cercle militant. Tu te retrouves avec des gars, ils sont à FO, à la CGT, ils te parlent de leur boulot, t'es pas du tout dans le même boulot, surtout toi t'es étudiant, donc en plus t'es pas dans le monde du travail, tu vois, mais c'est pas évident au début. Mais le truc c'est que tu casses assez vite la glace, en général, si t'es un peu sociable, et tu finis par connaître deux trois personnes qui vont te dire les infos, et puis après tu rentres dans un cercle, et c'est un cercle vertueux en fait. Et typiquement là ils disent FSE, UEC, CELA, tout ça. Tu pourrais aller dans un syndicat étudiant, par exemple. Ça pourrait être intéressant pour pouvoir rendre ton islamo-gauchisme concret. Tu vois, passer des idées au concret. Bah oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'avais vraiment eu cette honte, même, je me souviens que première année de sociologie, j'y suis allé, mais en fait j'avais du mal avec l'école, j'avais du mal aussi un peu à- parce que j'avais pas totalement éradiqué ma pensée de droite, donc je me disais, mais en fait j'ai pas envie d'être le petit rebeu qui va être dans un groupe et qui va être utilisé que pour ça. J'avais vraiment cette crainte en tout cas d'être utilisé Ouais. par mes origines. Mm. Et c'est quelque chose qui m'avait pas mal suivi à l'époque, mais en tout cas c'est un travail que je fais encore actuellement. Et que j'essaye peu à peu de me pousser à aller Donc t'es un vers le. vrai islamo-gauchiste parce qu'en fait t'es terminally online, Twitter et tout, et en fait pas dans le combat concret. Ah, mais totalement ça, totalement ça. Même si Twitter est un combat quand même relativement concret, hein. C'est un combat aussi Ouais, bah c'est ça. d'idées virtuelles, mais réelles quand même. J'essaye de me focus dessus, mais bon, c'est des convaincus, et moi je suis convaincu. Sur Ouais, Twitter, ouais, ça ouais. avance pas, c'est pas quelque chose qui fait. Le mec qui va pas dormir, il va pas dire ok, je vais devenir de gauche. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, ou me dire t'as raison, ok. Enfin, Ouais, non, 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 mais je te dis, après, là, c'est peut-être compliqué d'être dans ces études, mais il y a quelqu'un qui posait une vraie question, qui était là, finalement, est-ce que l'intervenant ne tombe pas dans une déconnexion avec la pratique qui touche beaucoup d'universitaires? Et c'est vrai que c'est un risque, tu vois, parce que là, tu vas avoir ça, t'as ton master, après, tu pars en doctorat, et puis après, tu finis un peu déconnecté, des fois, tu vois, dans des problématiques qui sont intéressantes, mais qui sont purement universitaires, quoi. ouais, bah, je veux bien revenir dessus très brièvement. J'essaierai pas non plus de divaguer énormément. Vas-y, hein. C'est aussi un gros point avec la sociologie, en tout cas je sais pas comment ça fonctionne dans les autres universités, je vais mentir. Je vais pas vous dire la mienne, mais dans la mienne, bah déjà même dans la sociologie de manière générale, il y a plusieurs, comme j'ai pu le dire, points de vue, il y a plusieurs prismes. On peut prendre par exemple Marx, qu'on prend pas mal de ses travaux pour la sociologie, ou même Bourdieu. Bourdieu, par exemple, est très au niveau des structures. Bourdieu disait que bah, on s'en fichait un peu de savoir ce que pensait l'individu. Il faut l'entendre, mais derrière les structures, il y a son habitus, il n'est pas totalement conscient en fait.
Il y avait un schéma qu'on avait vu en cours avec les plans de bus, mais j'ai plus forcément le terme. Et il y a un autre point, c'est en fait un peu la sociologie allemande avec Weber, Seimel, puis qui ont été repris par la sociologie américaine, par Goffman, etc., par l'école de Chicago, de la première et deuxième école, qui a vraiment pas mal influé sur la France actuellement maintenant. Là, c'est très empirique, je trouve, même si la théorie reste quand même d'actualité. Euh, Nous, ce qu'on nous apprend en sociologie, c'est, comme j'ai pu le dire, de rompre avec le sens commun, mais de ne pas rompre avec ce que pensent les individus. On ne cherche pas à, à- comment dire, à expliquer, mais on cherche plus à comprendre en fait. Comment est-ce que le terrorisme en est là? Comment est-ce que pourquoi est-ce que la personne qui est dans un petit village d'extrême droite vote, enfin un petit village vote d'extrême droite, pardon, c'est lapsus. Il y a tout un travail et je pense même que mon parcours universitaire, justement, au début c'est très théorique, je me suis dit mais il y a trop de concepts, je vais rien pouvoir faire avec ça, je vais être au chômage. Ce qui peut arriver si je m'arrête à la licence d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés. Mais à partir du master, c'est là où vraiment, un- je pense que le plus gros travail se fait. Parce que déjà, il y a une enquête. En tout cas, nous, on a une enquête à faire pour notre mémoire. Et au fur et à mesure, on va se spécialiser en fait dans certains domaines. Euh, pour moi, j'aime beaucoup l'urbanisation, par exemple, l'urbanisme. Euh, et donc, bien évidemment, je ne pourrais pas cerner l'entièreté du monde social. Ça va être compliqué parce que, évidemment, je vais me focaliser sur une catégorie d'individus, là où je vais prendre mon objet de recherche. Mais, euh, mais derrière, il y a tout un enseignement, il y a toute une réalité. Nous, il y a- on apprend énormément de choses et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de la sociologie. J'essaie pas de la vendre, hein, je pense que il y a Non, 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 mais je pense que ce qu'il te disait, c'est que c'est une critique un peu comme ça, mais c'est que ouais, si tu fais juste. Là, tu parles de théorie, de concepts, de choses comme ça. Mais si tu fais juste ça sans être intégré dans un mouvement réel, dans un mouvement social, dans un truc un peu plus concret, t'as un risque de faire des idées pour des idées, même si évidemment tu vas étudier du concret en tant que sociologue, mais tu vois, tu vas t'écarter. Tu vas t'écarter du reste de la société. Je veux dire, imagine, on prend ça, t'es un sociologue, tu gagnes bien ta vie, tu vis à Paris, tu fais des études sur les individus avec une méthode qu'on t'a appris à l'université. C'est intéressant, mais tu la remets pas particulièrement en cause. Et en plus de ça, je veux dire, t'as pas les moyens de la remettre en cause par une praxis qui rentrerait en contradiction avec ça, un truc un peu de terrain, un truc un peu militant. Et c'est assez. Bon, après, c'est que moi je suis marxiste, tu vois, mais c'est assez idéaliste de penser qu'on peut séparer l'intellectuel du militant et de l'homme aussi, tu vois. Genre, c'est pas. ouais, bien sûr. Tu vois, on n'a pas juste des idées comme ça, on pourrait être objectif si on arrête de toucher le monde réel, c'est même plutôt l'inverse qu'il faudrait faire, Ouais. je pense. Et je pense justement le lien aussi entre les deux, c'est entre la sociologie et la gauche. S'il y a peut-être autant de sociologues de gauche, c'est pas pour rien. Parce que par leur expérience de terrain, par leur Mhm. lecture, même si on reste vraiment sur l'aspect théorie, on peut pas, enfin moi je peux pas en tout cas de mon côté rester aveugle. Mhm. Je sais qu'il faudra que je passe le cap et que j'aille manifester, que j'aille dans les rues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, rares sont, en tout cas je trouve, euh, les sociologues qui s'enferment dans ça. La philosophie, c'est justement cette peur. J'aime énormément la philosophie. Je cite encore des philosophes dans mes copies, mais je sais qu'il y a ce côté abstrait, un peu idéaliste, pas pour tous les auteurs, bien évidemment. Et la sociologie, en tout cas, se veut autocritique d'elle-même. C'est un peu les travaux même qui proviennent des Américains, qu'il y a eu avec l'anthropologie, le postcolonialisme, etc., où l'anthropologie, c'était elle-même est devenue autocritique, son propre objet. Et la sociologie aussi, en fait. Il faut avancer comme ça, je Mhm. pense. Mais il faut vraiment, je suis d'accord avec toi, pas créer cette rupture avec le terrain, avec le reste, avec les gens. Euh, et ça, c'est vraiment le travail du sociologue euh, de, de tout le temps. C'est bah, en fait savoir articuler ou aborder quel rôle social. Voilà.
c'est intéressant, et d'ailleurs, faudra que tu regardes un petit peu. Je pense qu'on va reparler de ça avec Position Revue, mais justement, euh, bah même Ouais. tu critiques la philosophie, et je comprends ce que tu veux dire par là, c'est-à-dire la philosophie un peu idéocentrée, avec des grands débats métaphysiques et tout, mais au final, la théorie marxiste, c'est un peu de dire qu'il n'y a pas de séparation totale entre la sociologie et la philosophie, si tu veux, qu'il y a enfin, c'est notamment les travaux de Lukács, de Goleman, tu vois, qui vont essayer de montrer la philosophie, par exemple, de tel auteur qui a à voir avec tel groupe social, avec telle praxis sociale, et en fait, à ce moment-là, tu fais de la philosophie tout en faisant de l'idéologie, tu vois, tu renvoies les idées d'une personne à son être social concret, et, euh, et voilà, tu vois, c'était pas dans une séparation totale idée-objet, quoi, enfin, idée concret, quoi. Ouais, bien sûr, bah, c'est tout un enjeu, la sociologie, justement. Je crois que tu as déjà parlé de Frédéric Lordon, mais Frédéric Lordon, dans La Société des affects, justement, parle de euh, il essaie de réconcilier un peu. Euh, enfin, là, c'est la philosophie pardon, de Spinoza avec le marxisme. Mais derrière, il y a tout un enjeu, c'est articuler la sociologie et la philosophie sans. Même si, en tout cas, il y a une crainte des deux disciplines, parce qu'il y a Oui. eu, bon, je pense que je Mm. t'apprends rien Oui, oui, c'est parce qu'il des enjeux. considère aussi le marxisme comme étant une sociologie aussi, ce qui est pas évident, mais ce qu'on peut faire, je peux comprendre qu'on le fasse, mais c'est intéressant tout ça, oui. Mm. Ouais, bien sûr, il y a plusieurs auteurs, même Bernard Lahire, qui reprend aussi pas mal de philosophes. Voilà, c'est tout un enjeu, il y a beaucoup de chercheurs qui font cela. Moi, je me prétends pas pouvoir le faire maintenant, Oui, bah, mais c'est sûr, c'est sûr. en tout cas, je travaille dessus. Yes, 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 yes. Bon, bah super. Là, on a fait quoi? On a fait 1h57, donc joli épisode. En tout cas, merci beaucoup. Ça a plu au chat aussi. Il y a eu pas mal de monde. Il y a souvent du monde en fait pour ces formats-là. Ça plaît bien, donc on continuera à en faire, hein. Si vous voulez venir témoigner, vous pour quelque chose, n'hésitez pas à venir m'en parler, hein, en MP sur Twitter. Et voilà. Bon, on va peut-être faire un petit raid nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Hop là. Ouais, et bah, surtout merci à toi de m'avoir invité. J'ai pas forcément l'occasion de pouvoir échanger sur ça. Et Ouais, bah de rien, de rien. C'était un plaisir. Moi, j'aime bien. En plus, ça me fait des, ça me fait des soirées où c'est pas extrêmement compliqué, on va dire, à faire. Je veux dire, moi, je fais pas grand-chose si tu veux. Tu fais le plan et tout, donc. ouais, mais c'est un échange riche et je pense que ça passe tout par-delà. Ouais, et puis il y a On- plein de gens qui se sont reconnus un peu, et c'est ça que j'aime bien. C'est le but, c'est de créer aussi de l'identification, quoi. C'est-à-dire que les gens se disent, ah bah tiens, je suis pas tout seul. Il n'y a pas à avoir honte d'être passé par un stade où on était un peu anti-woke, un peu je ne sais quoi. Et en plus, ça s'explique aussi par des déterminismes, par des conditionnements qu'on connaît pas forcément. Je veux dire, on n'est pas forcément transparent avec le conditionnement, mais je veux dire, toi, le fait qu'il y ait une famille, voilà, comme on disait, avec la religion, immigré, tout ça, ça explique des choses aussi sur ton parcours. Et c'est parfaitement ça. Ouais. Et j'espère que ça a pu aider certains. Ouais, bon, alors on lance un petit raid et on vous dit à plus tout le monde. Salut, salut.